Bonjour à tous. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes parce que le nombre de participants continue d'augmenter. Donc, encore un petit peu de patience. Merci. Voilà, bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinaire. C'est sans doute un des premiers du genre pour l'IPSL. J'espère que le confinement se passe bien pour tous. Euh, il va falloir encore un petit peu de patience avant de se retrouver dans une salle de réunion ou dans un amphithéâtre. Et donc, il nous a paru opportun de lancer un webinar sur les simulations CMIP6 qui ont été faites à l'IPSL, avec un double objectif. Déjà, un objectif qui est de vous montrer les premiers résultats qu'on a obtenus, et puis aussi de vous donner des éléments qui vous permettront d'apprécier dans quelle mesure ces simulations peuvent vous être utiles pour votre recherche. Alors, nous serons 6 intervenants, Frédéric Courdin, Rémi Bonnet, Didier Svinjdou, Pascal Braconneau, Guillaume Levavasseur et moi-même, qui allons donc présenter environ une dizaine de minutes chacun sur un sujet lié à CMIP6. Donc, ça va un petit peu plus d'1 heure de présentation et puis après, une séance de questions-réponses par le chat, vu que nous avons un outil qui permet donc la diffusion du webinaire et puis la remontée des questions par le chat. Vous êtes déjà plus de 90 à être connectés, donc voilà, merci à vous. Le webinaire sera disponible en replay et puis on diffusera le lien. Donc voici le plan du webinaire. Donc les 6 interventions. Je vais commencer par une introduction, ensuite Frédéric, Rémi, Didier, Pascal et Guillaume, chacun sur leur sujet. Donc je vais commencer par une courte introduction sur le projet CMIP6, la 6e phase du projet d'intercomparaison des modèles de climat couplés. C'est un projet du Programme mondial de recherche sur le climat qui a largement mobilisé la communauté internationale autour d'un certain nombre de questions scientifiques, mais organisées sous forme de sous-projets. Mais il y a 3 questions scientifiques majeures qui sous-tendent ces projets. Tout d'abord, la compréhension et l'amélioration, la réduction des biais systématiques dans les modèles de climat, pour le premier. La réponse au forçage, qu'il soit anthropique ou naturel, lié au cycle du carbone, à la chimie, pour le second. Et puis ensuite, l'étude de la variabilité du climat et de sa prévisibilité. Et donc, il y a une 50aine de centres de modélisation du climat dans le monde qui ont participé à CMIP6 et l'IPSL en est un. Alors, on a une grande variété d'expériences communes à l'intérieur de CMIP6. D'abord, des simulations de référence qu'on appelle le DEC, qui consiste en une simulation longue, un petit contrôle, une simulation à climat constant pré-industrielle. On a fait une simulation de 2000 ans qui nous permet donc d'avoir une référence sur le climat pré-industriel. Des simulations canoniques qui nous permettent d'étudier la réponse au dioxyde de carbone, donc soit sous la forme d'une augmentation abrupte de 4 fois CO2, donc on multiplie la concentration par 4, ou alors une augmentation graduelle de 1% par an.
des simulations sur la période historique, 1850-2014, qui ont été étendues, donc Rémi Bonnet va revenir là-dessus. Et puis ensuite, des simulations qui sont forcées, soit uniquement atmosphériques, soit uniquement océaniques, et Frédéric va parler en particulier des simulations AMIP. Il y a aussi un certain nombre de scénarios futurs qui nous permettent de faire des projections jusqu'en 2100 avec des extensions jusqu'en 2300. Ces scénarios MIP, Rémi va aussi dire quelques mots là-dessus. Ensuite, il y a un grand nombre donc de MIP, de projets d'intercomparaison qui, sur des questions diverses et variées, que ce soit le cycle du carbone, la chimie, la détection et attribution des changements climatiques. Et donc, en particulier, Pascal va nous parler des simulations paléoclimatiques dans PMIP et Didier des prévisions décennales dans DCCP. Donc, CMIP6, il y a un certain nombre de nouveautés. On a beaucoup plus de simulations d'ensemble où on rejoue des simulations avec des conditions initiales différentes, ce qui permet d'estimer la variabilité interne du climat. Il y a eu beaucoup plus de coordination au niveau des protocoles, des forçages, des diagnostics qui sont disponibles, de la distribution des données. Et puis, il y a aussi des nouveaux scénarios qu'on appelle les Shared Socio-Economic Pathways. Donc, je vais en dire un mot ici. On a 5 scénarios, 5 contextes socio-économiques différents qui prennent en compte des évolutions différentes de la société en termes de mondialisation versus régionalisation, en termes de sens environnemental ou pas des politiques qui sont prises. Et puis là-dessus se superposent des niveaux de forçage radiatif. Et donc les chiffres qui sont là donnent l'amplitude de la perturbation radiative en 2100 jusqu'à des scénarios, depuis des scénarios très bas qui permettent de respecter l'engagement des 2 degrés jusqu'à des scénarios très hauts. Et donc dans CMIP6, on retrouve les niveaux de forçage radiatif qui avaient été pris pour CMIP5 avec 4 scénarios, mais on voit aussi qu'on a des scénarios intermédiaires, 3,4, 7, un scénario très bas qui a été conçu pour essayer de rester sous l'objectif des 1,5 degrés, qui est donc le SSP 1,9, et puis un scénario d'overshoot, où cette fois-ci l'objectif en émission et en température est surpassé, et puis ensuite il y a un retour vers le 2 degrés à l'échéance du 21e, 22e siècle. Les moyens mobilisés pour CMIP6 ont été assez importants. L'IPSL, c'est 70 ingénieurs et chercheurs qui ont contribué au développement du modèle, aux simulations et à tout l'environnement autour, en particulier l'environnement informatique avec beaucoup de calculs scientifiques, la science des données, la distribution des données via le web, etc. On a disposé d'une allocation de 300 millions d'heures de calcul au GENCI sur 3 ans avec presque 20 pétaoctets de stockage, donc c'est assez substantiel. Et puis, on a développé une plateforme d'analyse pour aller regarder ces données et puis une plateforme de distribution sur laquelle donc, Guillaume Levavasseur va revenir. Et tout ça, ça s'inscrit dans un cadre national, une infrastructure nationale de recherche qu'on appelle Climéris France. Donc, le modèle de climat de l'IPSL, on a eu 3 ans de développement. On est parti de la version précédente qui était IPSL CM5 et pour laquelle on avait plusieurs versions. Une version 5A avec l'ancienne physique atmosphérique, une version 5B avec la nouvelle physique atmosphérique qui a servi de point de départ. Il y a eu de nombreuses améliorations et on est arrivé à ce modèle IPSL CM6A LR qui est notre cheval de course pour IPSL. Donc LR, c'est pour Low Resolution, mais en fait, c'est une résolution qui est améliorée par rapport au LR de la génération précédente, puisqu'on a maintenant un modèle d'océan à la résolution de 1 degré, et puis LMDZ qui est en 144-143 points et 79 niveaux verticaux. Et on a aussi des versions à plus haute résolution qui sont utilisées dans certains MIP et qui sont en cours de développement, et Frédéric va y revenir un petit peu. On voit sur la gauche une illustration des grilles, donc ça reste un petit peu grossier, par exemple sur l'Europe en version LR, mais on voit qu'on commence à pouvoir dire des choses à des échelles, à l'échelle de l'Europe et voire à l'échelle de la France pour certains paramètres. Donc le modèle, il assemble donc le modèle LMDZ pour l'atmosphère, NEMO pour l'océan, Orchidée pour les surfaces continentales, Incar et Probus pour la chimie. Et donc on a un environnement de contrôle
avec l'IBGCM et un serveur d'entrée-sortie qui s'appelle XAOS et un coupleur Oasis. Et donc, c'est l'ensemble de tout ça qui forme le modèle de climat. Donc, j'ai dit que c'était un développement de 3 ans, hein, c'est assez long, et il ne suffit pas en fait de juxtaposer tous ces modèles pour en faire un modèle de climat. Il y a beaucoup de réglages, il y a beaucoup de cuisine qui va dans la fabrication du modèle, puisque les biais des modèles peuvent être exacerbés hein, quand ils sont en mode couplé, et donc il faut remédier à tous ces problèmes. Donc pendant ces 3 années, on a fait un certain nombre d'améliorations de code qui sont liées à des processus qu'on a identifiés comme étant critiques, et donc on voit là sous la couleur rose toutes ces améliorations qui ont été faites. Mais il y a aussi une phase de réglage, donc on a un certain nombre de paramètres qu'on se permet de régler dans le modèle pour atteindre des cibles qu'on s'est fixées en termes de climatologie, de simulation du climat actuel. Ensuite, on a aussi des parties plus techniques sur l'optimisation du code, sur la mise en place des forçages pour répondre au protocole CMIP6 et la mise en place de tout le workflow et des diagnostics. Et donc, tout ça nous a mené jusqu'au printemps 2018, disons, avec un spin-up qui a été fait de manière continue. Et on a pu commencer en avril 2018 la production CMIP6. Et dès lors qu'on a un contrôle qualité sur les sorties, on peut les publier sur la grille et on peut commencer l'analyse avec le modèle et ensuite l'analyse multimodèle avec les autres modèles qui ont participé à CMIP6. Donc, juste un premier résultat. Donc, on a la sensibilité du modèle un doublement de CO2 qui est un paramètre très important, une propriété émergente très importante du modèle. On distingue l'augmentation de température à l'équilibre pour un doublement de CO2, c'est ce qu'on appelle l'ECS, de la réponse transitoire du climat, où cette fois-ci, on regarde l'augmentation de température pour une augmentation graduelle du CO2 de 1% par an, donc après 70 ans. Et donc, ces deux quantités qui caractérisent la sensibilité du modèle au forçage radiatif a un peu augmenté entre l'ancienne génération du modèle, donc CM5A et CM6A. On est passé de 4,2 à 4,8 au niveau de la sensibilité climatique et de 2 à 2,4 pour la réponse transitoire, donc hors équilibre. Et donc, sur le graphe en bas à droite, montre comment cette sensibilité du modèle se positionne parmi les autres modèles qui ont participé à CMIP6. Donc, on voit qu'on est dans la fourchette haute de l'intervalle des modèles CMIP6, mais néanmoins, on n'est pas parmi les plus sensibles. Donc, voilà pour ce qui est de l'introduction. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric pour la première présentation. Merci Olivier, bonjour tout le monde. Et puis j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont listées ici, que je n'aurai pas le temps de lister, dont l'engagement collectif a permis tous ces résultats. Voilà. Et donc moi je vais parler spécifiquement de... On t'entend plus Frédéric? Pardon. Je vais parler spécifiquement de la synergie entre simulation atmosphérique couplée à l'océan et forcée par les températures de surface océanique, donc la diapo suivante, sur deux questions. La question de la grande sécheresse sahélienne, et où j'utiliserai spécifiquement le modèle de l'IPSL, et la question des biais de bord-est, où j'utiliserai le multi-ensemble CMIP5 et CMIP6. Donc la grande sécheresse sahélienne, c'est cet événement majeur de la variabilité climatique de la période historique, représenté par cette carte donc sur la diapo suivante, qui montre le changement de précipitation en haut à gauche entre la période sèche 1975-1990 et la période humide qui précédait 1950-1965. Et si on regarde sur la figure en bas à gauche l'évolution des précipitations moyennes annuelles sur la boîte rectangulaire rouge, c'est les étoiles noires, on voit cette décroissance de plus d'un tiers de la précipitation entre 1950 et 1990. Alors on sait que cet événement de la variabilité climatique était lié à une configuration exceptionnelle des températures de surface océanique, qui est illustrée par la même différence sur les mêmes périodes de la température de surface océanique en haut à droite, qui montre qu'on avait un hémisphère sud particulièrement chaud, un hémisphère nord particulièrement froid, ce qui limitait la progression vers le nord de la mousson l'été. Et si on regarde les simulations forcées par les températures de surface océanique, donc c'est les simulations qui sont juste sous les étoiles noires, on a un ensemble de simulations AMIP
sur la fin de la période, et puis 3 simulations plus longues GMMI. Et on voit que les simulations forcées en SST arrivent à assez bien reproduire en fait cette variation décennale de la pluie de mousson. Et qu'en revanche, les simulations couplées océan-atmosphère, qui sont en dessous, c'est ces fameuses simulations historiques étendues, donc l'ensemble de courbes gris-marron là, ne montrent pas de tels événements de variabilité. Donc ce que ça semble dire, c'est que on a ce qu'il faut dans la physique du modèle atmosphérique couplé aux surfaces continentales pour simuler la réponse de la mousson africaine au changement de forçage, dont les températures de surface de l'océan, mais qu'en revanche, dans le système couplé, il manque soit de la variabilité, ou alors c'était un événement un peu extrême de variabilité auquel on a assisté. On voit aussi sur la fin de la période un retour des précipitations, aussi bien dans les observations que les simulations forcées et les simulations historiques. Et en fait, c'est cohérent avec le fait que les projections climatiques indiquent un renforcement des pluies dans l'avenir sur le centre du Sahel. Ce qu'on voit pour finir, c'est le fait que les précipitations de mousson sont sous-estimées nettement dans les simulations couplées. Ça, c'est à cause de biais justement de température océanique. Aussi un peu dans les simulations forcées, mais disons que le comportement est nettement meilleur. Et ce qu'on voit sur la diapo suivante, que je vais passer très rapidement, c'est le fait que sur les continents, dans les régions vertes, là, l'été, on a finalement une représentation assez bonne des précipitations. Donc, vous avez les observations TRIM en bas, la simulation haute résolution ARSMIP juste au-dessus, et puis la simulation basse résolution au-dessus. Et vous voyez qu'on commence à avoir une représentation assez correcte des pluies continentales. Mais j'en profite pour dire qu'on voit aussi sur ces cartes des défauts majeurs de ce modèle couplé, à savoir des défauts de précipitation sur les océans tropicaux, et notamment une surestimation de la pluie sur l'est du Pacifique, et à l'inverse, une sous-estimation au nord de l'équateur sur la Whirlpool, associée en même temps à une surestimation des pluies sur les terres émergées du continent maritime. Voilà, je passe à la question des biais de l'étude des biais de Borest, donc qui est illustrée sur la figure en haut à gauche par le biais moyen de température de surface de l'océan dans l'ensemble des simulations CMIP5, qui montre ce biais bien connu, à savoir un biais chaud sur l'est des océans tropicaux, et qui correspond, c'est la région qui correspond à la branche subsidante des circulations d'Hadley-Walker, donc c'est ce qui est illustré en haut à droite, dans laquelle normalement on devrait avoir des bandes stratocumulus, et il se trouve que pas mal de modèles ont du mal à maintenir ces bandes stratocumulus, ce qui explique en partie ce biais chaud, ce qui est illustré sur la seconde figure à gauche, qui montre l'erreur faite en termes de chauffage de la surface due aux erreurs sur les nuages. Et donc on voit effectivement qu'on a un flux, un chauffage additionnel dans les régions de Borest, dans les simulations ici forcées par les SST. Diapo suivante, donc ça c'était bien connu, et en fait à l'occasion de la thèse d'Alina Genusa-Bogdan dirigée par Pascal Braconneau, on a découvert une autre cause très importante qui est l'évaporation. Donc la troisième figure à gauche montre l'erreur faite pareil dans les simulations forcées en SST sur les flux en surface dû à l'évaporation. Donc ce qu'on voit dans les zones rouges, c'est en fait un chauffage additionnel dû à un manque d'évaporation. Et ce manque d'évaporation, il est associé à un excès d'humidité relative en surface. Donc l'excès d'humidité relative, il ne peut pas être dû au manque d'évaporation, et en fait c'est l'excès d'humidité en surface qui lui est piloté par la physique atmosphérique, qui limite en fait l'évaporation sur ces régions et contribue autant que les forçages nuageux à ce biais de SST. Alors ce mécanisme n'avait pas été trouvé jusque-là, et justement c'est grâce à la synergie entre modèle forcé et modèle couplé qu'on a trouvé ça, parce que plusieurs études regardaient le biais des flux dans les simulations couplées. Alors, sur la slide suivante, on voit que ça ne marche pas du tout pareil. Là, ce que ça montre, c'est un peu la même chose, mais on a un point par modèle. Donc, les modèles CMIP6, c'est les ronds. Les modèles CMIP5, c'est des plus. Donc, ce qu'on montre, c'est des anomalies de Borest. C'est la différence, c'est un index qui montre la différence entre la moyenne sur les zones rouges et la moyenne sur les zones bleues pour, en bas, en abscisse, la température de surface de l'océan. Donc, c'est vraiment une mesure du biais de Borest, en fait. Et en ordonnée, c'est l'erreur faite sur les flux latents, donc liés à l'évaporation. Et ce qu'on voit avec les points rouges quand on prend les flux dans les simulations forcées en température de surface de l'océan, c'est que les modèles qui ont le plus fort chauffage lié à cette erreur, donc à droite là, sont associés à un maximum de biais en réponse dans les simulations couplées. Alors que ce qu'on voit, si on prend en bleu les flux dans les simulations couplées, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les simulations qui ont un biais chaud plus fort, à droite, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en réponse à ce biais chaud, il va y avoir plus d'évaporation. Donc, ce qu'on voit, c'est la réponse en évaporation plutôt au biais de SST. Et donc, on a un signe opposé dans la corrélation. Et donc, c'est vraiment grâce à la synergie très propre qu'on a dans les ensembles CMIP entre le même modèle qui va faire différentes configurations du modèle, différentes configurations avec exactement le même modèle, qui permet d'arriver à ce type de résultat.
Donc sur la diapo suivante, j'illustre comment on a réussi à améliorer un peu la situation dans les versions successives du modèle de l'IPSL. Donc à gauche, vous avez la couverture nuageuse basse moyenne annuelle représentée dans le modèle, et à droite, les humidités relatives, et en haut, c'est les observations, et en dessous, c'est différentes versions du modèle. Et puis au milieu, vous avez un petit schéma qui essaye d'expliquer ce qu'on a mis dans la physique du modèle. Donc on est parti de la version 5A dans ces 1005, où le transport vertical de vapeur d'eau était effectué seulement par de la diffusion turbulente. Et on voit qu'avec ce schéma, on surestimait beaucoup à droite l'humidité relative par rapport aux observations. Dans la version 5B, c'est la première version de nouvelle physique dans laquelle on a activé un schéma en flux de masse qui représente les cellules convectives de la couche limite. Et alors, ce schéma en flux de masse, il est beaucoup plus efficace pour mélanger l'air évaporé à la surface, l'humidité de l'air évaporé à la surface, avec l'air très sec de la troposphère libre. Et du coup, ça assèche énormément la surface, ce qu'on voit à droite. En revanche, on avait un problème avec ce modèle, c'est que si on l'avait activé partout, on aurait détruit les stratocumulus. C'est ce qu'on voit sur la figure, sur la ligne suivante, à gauche. On voit que si on active les thermiques partout, on détruit les stratocumulus. Alors, c'est très bien pour l'humidité, mais du coup, ce qu'on avait fait dans la version 5B, c'est qu'artificiellement, on avait désactivé les thermiques sur les bords est. Et du coup, on avait bien des stratocumulus dans la version 5B, mais en revanche, on avait spécifiquement un biais humide sur les bords est des océans tropicaux, et qui donc limitait spécifiquement l'évaporation sur les bords est des continents tropicaux. Et en termes de contraste, c'était pire en fait. Alors heureusement, dans la version 6A, suite à la thèse de Arnaud Jam, on a réussi à avoir une version du modèle du thermique qui maintient les stratocumulus. Et là, vous voyez qu'avec ça, on a à la fois une bonne représentation de l'humidité relative à droite et une représentation relativement correcte du couvert nuageux. Donc, diapo suivante, comment ça se traduit en termes de positionnement dans les modèles CMIP. Je reprends le même graphique. Donc, on avait la version 5A qui était un peu au milieu du paquet, à la fois en termes de flux évaporatif et de biais de SST sur le bord est. On a empiré les choses en fait en activant les thermiques spécifiquement sur les régions d'alizé et pas sur les bords est. Donc, ça a empiré le contraste en fait, à la fois en termes de flux d'évaporation et en termes de SST. Et avec la version 6A, en cette fois-ci activant les thermiques sur les bords est aussi, on a renforcé, on a asséché en fait l'air en surface au-dessus des bords est, et du coup on a augmenté l'évaporation et on a refroidi spécifiquement cette région, et on voit qu'on a diminué le bord est, même le biais de bord est, même s'il en reste encore un. Et donc je mentionne, c'est pour ceux qui auraient recherché les slides, qu'il y a 4 publications qui traitent de ça, que vous pourrez aller rechercher si vous voulez plus d'informations. Donc, le slide suivant montre comment ça positionne un peu le modèle de façon plus générale sur les températures de surface océanique dans les tropiques. Donc, c'est des scores sur le cycle saisonnier moyen des températures de surface océanique entre 35 sud et 35 nord. Les plus, c'est le biais moyen des modèles. Et les ronds, c'est une erreur quadratique moyenne. Et donc, il y a en vert les modèles CMIP 5, en noir les modèles CMIP 6. Et on voit les modèles en couleur, les modèles de l'IPSL. Donc, on avait en bleu la version 5A, ancienne physique, qui était particulièrement mauvaise en basse résolution. Ça, c'était un problème du biais moyen. Ce modèle était réglé trop froid. On a empiré les choses dans la version nouvelle physique dite 5B, et on voit que la version 6A est nettement meilleure, plus en haut du graphique. Et on voit là, pour celle-là, j'ai mis en particulier l'ensemble des simulations historiques, les 32 simulations historiques qu'on a fait. Voilà. Et je profite de cette diapo pour montrer aussi les simulations present day, donc présentes à l'équilibre, qui sont les courbes orange. Alors normalement, on ne peut pas faire des simulations du climat présent à l'équilibre puisque le climat n'est pas à l'équilibre et qu'en fait, on stocke en permanence de la chaleur dans l'océan qui met un certain temps à se stocker. Et donc, en fait, pour faire ces simulations, on compense cet effet par un albédo accru de l'océan qui remplace le fameux heat update océanique. Et avec ça, on voit qu'on est capable de faire une simulation à l'équilibre. C'est la courbe orange qui est juste sous les courbes rouges, qui est assez proche de la courbe des simulations historiques. On a utilisé ça pour ajuster le modèle. Et maintenant, dans le cadre du projet Quest, coordonné par Julie Dehaye, on a fait des simulations pareilles à l'équilibre avec des versions à plus haute résolution, donc 256 points par 256 points dans l'atmosphère au lieu de 142 par 142. Et l'océan soit à 1 degré, comme dans le LR, c'est le MR1, soit au quart de degré. Et on voit notamment que la simulation MR1 a un score très bon en température de surface de l'océan, qui se rapproche en fait des meilleurs scores qui tournent justement avec ce genre de résolution atmosphérique. Donc disons, voilà, on est sur ces métriques-là, on est assez content des résultats. Frédéric, ton micro. Oui, donc c'est rendu possible par cette synergie entre simulation couplée et simulation forcée qui sont à disposition pour les ensembles CMIP 5 et CMIP 6 via Esprit Mode, et qu'on a en plus des simulations spécifiques de l'IPSL, donc des simulations dont je ne vais pas parler, des simulations
guidés en vent sur la période 1950-2014 avec des SST forcés. Donc les simulations dont on a parlé, historiques étendues à 2060, 32 membres, des simulations à l'équilibre du climat présent pour différentes résolutions, et qu'on programme bientôt d'avoir aussi à l'équilibre des simulations du futur à plus de degrés et plus 4 degrés, ainsi que des simulations forcées en moyenne résolution sur des SST présentes et futures débiaisées avec des corrections atmosphériques en plus. Et tout ça, c'est pour aider à éclairer les questions d'anticipation des changements climatiques futurs pour les questions de société. Voilà, j'ai fini, merci. On va passer la parole à Rémi. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter le grand ensemble historique IPSL, les expériences de détection et attribution d'AMIP et les projections qui ont été réalisées dans le cadre du projet CMIP6. Donc diapo suivante. Donc je vous présente ici, je vais d'abord commencer par vous présenter la réalisation de l'ensemble IPSL. Et je vous montre ici l'évolution de la température globale à la surface de la Terre pour les 800 premières années de la simulation pays contrôle. Donc c'est une simulation pré-industrielle qui n'est pas influencée par des forçages externes anthropiques ou naturels et qui est uniquement influencée par la variabilité naturelle du climat, qui est définie comme la variabilité interne. Et donc vous pouvez voir que sur cette période, la température va présenter des variations à différentes échelles de temps. On peut voir notamment la présence d'une forte variabilité bicentenale, mais également des variations beaucoup plus rapides. Et ces variations, elles sont induites par la variabilité interne climatique et notamment dues au caractère chaotique de l'atmosphère et de l'océan. Et donc, pour réaliser nos simulations historiques, diapo suivante, on va venir brancher nos simulations historiques à une date de cette simulation pays contrôle. Et on fait ça parce qu'on ne connaissait pas en fait les conditions initiales du climat en 1850, par exemple de l'océan. Et donc, ainsi, on va réaliser en rouge un premier membre historique. On va venir appliquer les forçages historiques. Et on va ensuite, pour réaliser une deuxième simulation historique, ici en violet, aller chercher une autre date dans la simulation pays contrôle et appliquer les mêmes forçages historiques que le premier membre, mais en prenant donc des conditions initiales différentes, ce qui va engendrer une évolution de la température légèrement différente entre ces deux simulations due à la variabilité interne climatique. Et diapo suivante, on va répéter ce processus un certain nombre de fois jusqu'à avoir notre ensemble IPSL en essayant ici d'échantillonner au maximum la variabilité interne de la simulation pays contrôle afin d'estimer au mieux les incertitudes associées à cette variabilité. Diapo suivante. Voilà, donc je vous présente ici l'ensemble historique IPSL. Donc, il est composé de 32 membres disponibles sur la période 1850-2014 et ils ont été étendus, ces membres, jusqu'en 2060 avec le scénario SSP 2 4.5 et en gardant des concentrations d'ozone à un niveau constant à leur climatologie de 2014. Donc, comme je l'ai dit juste avant, ces simulations historiques, elles vont inclure les mêmes forçages externes naturels et anthropiques, et elles vont différer uniquement de leurs conditions initiales. Donc pour vous illustrer cet ensemble historique, je vous montre la figure juste en dessous qui représente l'évolution des anomalies de température moyenne globale à la surface sur la période 1880-2018. Vous avez en arrière-plan en gris l'évolution pour les 32 membres historiques, en bleu et en vert l'évolution de la température pour 2 jeux d'observation. Vous avez en noir la moyenne d'ensemble des 32 simulations historiques qui correspond à la réponse forcée de la température. Et vous avez en rouge le membre 14, qui est un membre historique qui présente des variations assez proches des observations. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, les 2 jeux d'observation restent dans l'ensemble des possibles du modèle IPSL. Elles restent dans cette enveloppe grise. Mais on peut voir également que finalement, l'ensemble historique remet en perspective l'évolution de la température qu'on a connue sur cette période et qui est finalement une évolution de la température possible parmi toutes celles que propose notre ensemble IPSL. Alors, on peut voir que néanmoins, toutes ces simulations de la température ainsi que les observations montrent tout de même une évolution, un réchauffement de la température sur cette période, qui est induite par les forçages externes, notamment anthropiques. Et on peut voir également la présence d'autres forçages externes, naturels ici, comme les éruptions volcaniques du Krakatoa et du Pinatubo ici avec les cercles en noir, qui vont engendrer une légère baisse de la température. Et également, on peut voir des périodes, comme ici en rouge, où on va avoir un léger ralentissement du réchauffement pour les observations, à partir des années 2000, donc qui avait fait beaucoup parler. Et on peut voir que la moyenne d'ensemble de notre modèle va montrer un réchauffement plus fort que les observations, mais néanmoins, on a quelques membres, comme le membre 14 ici, qui vont reproduire des ralentissements également du réchauffement, induits donc par cette variabilité interne du climat, en superposition de cette tendance de fond du réchauffement. Diapo suivante. Voilà, donc
je vous montre ici une évaluation de ces 32 membres. Donc, j'ai calculé ici l'erreur quadratique moyenne. Donc, j'ai regardé à quel point les courbes que je vous ai montrées auparavant, l'évolution de la température des simulations historiques, sont proches ou non, sont cohérentes ou non avec celles des observations. Donc, le score, c'est l'erreur quadratique moyenne, donc le RMSE que vous avez sur l'axe des Y. Donc, plus le score est faible, plus on a une évolution de la température qui est proche des observations. Et donc, vous avez les résultats pour les 32 membres sur l'axe des X, et en couleur, c'est en fonction de différentes périodes de référence utilisées. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir certains membres historiques qui vont avoir une représentation de la température globale qui va être plus réaliste, plus cohérente avec les observations que d'autres. Donc ça, c'est induit par leurs conditions initiales. Diapo suivante. Et donc, vous avez ces membres ici dans les rectangles en vert qui vont avoir des scores beaucoup plus faibles que d'autres membres, en revanche, comme ici en rouge, qui vont avoir des scores beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est intéressant, ce genre d'évaluation, parce que ça va nous permettre de sélectionner des membres plus proches ou non des observations ou des sous-ensembles de membres. Et donc, ça peut être intéressant pour des expériences de régionalisation, par exemple. Et bien évidemment, l'évaluation réalisée va dépendre de l'étude que l'on veut réaliser. Diapo suivante. Donc, je vous montre ici une autre évaluation de l'ensemble historique sur les tendances de température annuelle sur la période 1978-2018, donc les 40 dernières années. Donc, vous avez à gauche les résultats pour les tendances sur les océans et à droite sur les continents, avec les observations en rouge et la moyenne d'ensemble en dessous en couleur un peu plus foncée, en bleu et en marron. Et ensuite, vous avez les 32 membres qui sont triés de la tendance la plus faible à la plus élevée. Donc, on peut voir d'une part qu'on va avoir que ce soit pour l'océan ou pour les continents, hein, on va avoir une grande partie des membres qui vont surestimer les tendances observées. Néanmoins, on peut voir que ces tendances observées, elles restent dans le champ des possibles du modèle IPSL. Diapo suivante. Et on va avoir certains membres qui vont avoir des températures très proches de l'observation. Et si on met en parallèle les membres qu'on avait identifiés auparavant ici, on voit en vert que les membres qui avaient une bonne évolution de la température, ce qui est assez logique, hein, on les retrouve ici avec des tendances assez proches des observations. Et à l'inverse, les membres ici avec les rectangles en rouge qui avaient une évolution de la température très différente des observations vont avoir des tendances qui vont avoir des réchauffements beaucoup plus forts que les observations, notamment pour les membres 31 et 16 par exemple. Diapo suivante. Donc ça, c'était pour l'ensemble historique. Si maintenant on veut s'intéresser au rôle des différents forçages et à leur influence sur l'évolution de variables climatiques comme la température par exemple, on peut utiliser les expériences d'AMIP. Donc les expériences d'AMIP, elles vont fixer tous les forçages externes à un niveau constant pré-industriel, sauf pour un des forçages, qui lui va varier sur la période historique ou pour les projections. Et on va ainsi pouvoir comprendre le rôle des différents forçages sur certaines variables climatiques. Donc là, je vous ai illustré ça pour l'évolution de la température globale, toujours, pour les différentes simulations d'AMIP par rapport à la simulation pays contrôle. Donc vous avez en rouge la simulation uniquement influencée par les gaz à effet de serre, en vert par les forçages naturels, en bleu clair par l'ozone stratosphérique et en bleu foncé par les aérosols. Et en noir, vous avez l'évolution des températures historiques. Et donc, ce qu'on peut voir, ce que vous connaissez tous, j'imagine, c'est que une grande partie de l'évolution de la température historique et de l'augmentation des températures est induite par les forçages de gaz à effet de serre. Néanmoins, on peut voir que ce forçage de gaz à effet de serre est supérieur à celui des historiques, aux températures des historiques. Et en fait, c'est dû au fait qu'on va avoir les forçages aérosols qui vont, eux, être légèrement négatifs et qui vont venir compenser cette augmentation de la température par les gaz à effet de serre. Voilà. Voir que les forçages naturels vont avoir, et aux zones stratosphériques, très peu d'impact en revanche. Oui, diapo suivante. Donc ça, c'était pour les expériences d'AMIP qui peuvent être utilisées pour d'autres variables, hein, pour par exemple les précipitations ou la circulation océanique, si on veut comprendre le rôle des différents forçages. Donc je vous représente ici maintenant les projections de température pour le XXIe siècle. Donc on se place maintenant après les historiques. Donc pour le modèle IPSL, c'est M6A-LR. Donc c'est des changements de température par rapport à la période 1850-1899. En gris, vous avez l'évolution des historiques et après en couleur les différents scénarios, allant du plus optimiste en jaune au plus pessimiste en rouge. Donc on peut voir d'une part qu'on va avoir une grande diversité dans les températures à la fin du XXIe siècle selon les scénarios, hein. On va avoir le scénario le plus optimiste qui va repasser sous la barre des 2 degrés et qui va arriver presque à 1,5 degré en 2100, contre pratiquement 7 degrés pour le scénario le plus pessimiste. Néanmoins, on peut également voir que que tous nos scénarios avec le modèle IPSL vont passer la barre des 2 degrés, notamment autour des années 2040. Diapo suivante.
Voilà, et donc pour terminer, je vous montre une comparaison entre CMIP5 et CMIP6 pour les historiques et les projections. Donc, vous avez en couleur plus vive la moyenne d'ensemble historique et pour les différentes projections avec CMIP6 et le modèle IPSL. Et en couleur plus pastel, plus claire, les résultats pour CMIP5 avec le modèle IPSL. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que on va avoir un réchauffement légèrement plus faible dans CMIP6 par rapport à CMIP5 sur la période historique, malgré la sensibilité climatique plus forte du modèle. Mais la sensibilité climatique, ça ne fait pas tout. Il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Et on peut voir également pour les scénarios qu'on va avoir néanmoins des réchauffements plus forts pour notamment les scénarios les plus pessimistes, comme le scénario SSP 8.5, 5.8.5. Après, les scénarios ne sont pas exactement les mêmes, mais voilà, on va avoir un scénario plus fort. Et pour les scénarios les plus optimistes, comme le scénario SSP 1.2.6, on va avoir des résultats très proches que pour le scénario RCP 2.6. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Rémi. On va passer à la présentation de Didier. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler donc de la prévisibilité décennale du climat. Donc, ça fait un peu écho à ce que vient de présenter Rémi, donc autour des questions de la variabilité interne. Donc, c'est un travail d'équipe. Vous avez ici les différentes personnes qui ont contribué à cette présentation. Je vais vous parler ici de DCPP. Donc qui n'est pas DCCP, mais DCPP pour Decadal Climate Prediction Project, donc qui est un des rares, peut-être même le seul MIP sans MIP dans son acronyme. Et donc pourquoi s'intéresser à la variabilité décennale? Eh bien, parce qu'elle peut jouer un rôle assez important en fait concernant l'incertitude dans les projections futures, comme a été montré par Hawkins et Sutton dès 2009. Et pour illustrer ceci, je vous montre ici un exemple issu d'un des modèles de CMIP5, le modèle australien CSIRO, qui montrait eh bien, un refroidissement très rapide et brutal dans la décennie 2070 par rapport à la moyenne d'ensemble de tous les modèles CMIP5. Un refroidissement qui durait donc une bonne dizaine d'années. Vous voyez en dessous la différence de température, la décennie froide par rapport à la décennie juste avant, donc quelque chose de très grande échelle. Et donc, on est là sur la température du Royaume-Uni et l'impact était important aussi également pour bien, par exemple l'agriculture. Et on apprenait ici l'exemple de la viticulture avec donc la figure suivante qui montrait voilà, les changements entre ces deux décennies en termes de viabilité et bien, de la culture de la vigne, Vitis vinifera. Et on voyait en rouge certaines régions eh bien, qui étaient devenues viables grâce au réchauffement, on pourrait dire, et qui, durant la décennie froide, n'étaient plus viables, avec, on peut l'imaginer, bien sûr, des impacts économiques très importants si pendant 10 ans, finalement, les vignes ne pouvaient plus produire. Donc, ceci illustre l'importance et l'intérêt d'essayer de mieux prévoir et mieux évaluer ce type de phénomène. Et donc, pour ce faire, il y a l'idée de la prévision climatique décennale qui a émergé ces dernières décennies. Donc, le principe, c'est de profiter de la prévisibilité liée aux conditions initiales, comme pour la météo, qui utilise finalement les conditions initiales de l'atmosphère pour prévoir le temps, la circulation atmosphérique quelques jours en aval. Et puis, on va aussi bénéficier de l'importance des conditions limites, donc qui sont le principal indicateur de prévisibilité pour les projections centenales. Et donc, on se passe un peu au milieu et on va utiliser les conditions initiales océaniques qui ont une inertie beaucoup plus grande et du coup qui permettent d'avoir de la prévisibilité aux échelles de temps saisonnières jusqu'à décennales qui nous intéressent ici. Donc la question, c'est comment eh bien, synchroniser un modèle vers les observations, vers les variations internes observées dans les observations. Donc c'est un peu la question très générale de l'assimilation de données. Donc dès CMIP5, on s'est posé cette question et on a commencé par faire des choses simples pour démarrer. Et on a décidé donc de mettre un terme de rappel vers les observations dans les équations de conservation du modèle. Donc dans CMIP5, on a juste utilisé les données de température de surface océanique et on a mis un rappel en anomalies, c'est-à-dire qu'on a pris les anomalies de ces observations et on les a rajoutées à la climatologie du modèle pour éviter de le brusquer.
Et ensuite, donc, on a pu lancer un certain nombre de prévisions rétrospectives, ce que vous voyez sur la figure de droite, où vous voyez en vert, justement, eh bien, ces prévisions qui partent d'un état observé, et on va lancer un ensemble de nouveau pour essayer d'évaluer quand même l'incertitude et quand même aussi de quantifier finalement cette variation interne liée aux conditions initiales océaniques. Alors dans CMIP6, on a voulu aller un petit pas plus loin en essayant d'améliorer notre stratégie d'initialisation en assimilant également la salinité de surface qui est moins bien observée que la température, mais on a mis en place tout un protocole pour faire cela, grâce au travail notamment de Victor et Stélia Pérez. Alors, donc on a mis en place un certain nombre de prévisions rétrospectives en commençant tous les ans de 1967 à 2017. Donc dans l'exercice CMIP 5, on avait 3 membres, et dans CMIP 6, on a augmenté le nombre de membres, on en a à présent 10. Donc, je vais vous présenter dans cette diapositive les résultats principaux obtenus pour une métrique ici de température de surface atmosphérique. Et donc, cette métrique vous donne une idée en fait de la capacité de ces modèles de prévision décennale à prévoir justement à un horizon ici 2 à 6 ans les grandes tendances de la température. Et donc, on regarde ici les tendances sans la tendance générale. Donc, on a détrendé le signal global et on regarde juste les variations décennales. Et donc, vous voyez sur la carte du haut, eh bien, le système de prévision basé sur IPSL CM6 et en dessous basé sur IPSL CM5. Et donc, tout ce qui est rouge vous donne une idée des régions qui sont assez bien prévisibles dans notre système. Et donc, on voit une assez nette amélioration dans IPSL CM6, donc qui peut être liée à différents facteurs. Ça peut être bien l'amélioration du modèle en premier lieu. Ça peut être l'augmentation du nombre de membres, ça peut être également l'amélioration des forçages externes ou l'amélioration de notre technique d'initialisation. Donc, nous sommes en train d'étudier un petit peu ces différents facteurs. Et les résultats préliminaires semblent indiquer que ce qui explique la majeure partie de cette amélioration tient au fait, en fait de l'amélioration importante des forçages externes. Donc, bon, c'est un petit peu décevant, mais on a quand même une amélioration liée à l'initialisation, mais voilà, l'amélioration entre les deux générations semble très fortement associée à une forte amélioration de CMIP 5 à CMIP 6 des forçages externes, et donc sans doute les aérosols. Un autre résultat majeur qui a émergé de cet exercice DCPP, donc qui a été synthétisé par Doug Smith du Met Office en Angleterre, concerne la prévisibilité de la NAO. Et donc, pour la première fois, une des premières fois, il semble indiquer qu'il existe une prévisibilité de cette NAO, cette oscillation nord-atlantique qui joue un rôle majeur sur la variabilité du climat, aussi aux échelles de temps décennales, comme vous pouvez le voir sur la courbe noire à droite, en haut. Et la courbe rouge vous montre les prévisions de cette NAO sur un horizon assez long, de 2 à 9 ans, ajusté en variance parce que la variabilité est un petit peu faible dans les modèles, et surtout avec un très grand nombre de membres. C'est pour ça qu'on a utilisé l'ensemble des CPP, et c'est grâce à ce très grand nombre de membres qu'on arrive à relativement bien prévoir cette NAO, donc aux échelles de temps décennales, j'insiste, hein, et les implications associées à cette prévision sont importantes, notamment en termes de précipitation, comme vous pouvez le voir sur la courbe du bas, où on arrive à relativement bien prévoir certaines variations décennales des précipitations au niveau de l'Europe du Nord. Slide suivant. Donc DCPP, donc c'est de la prévision décennale du climat, mais ça va aussi au-delà. On utilise aussi les techniques de rappel en surface, par exemple, pour essayer de comprendre les processus en jeu. Et donc, c'est ce qui est fait notamment dans le volet C du DCPP et qu'a mis en place Guillaume Gastineau pour l'IPSL. Et donc, il s'est intéressé, par exemple, à l'impact que pouvait avoir l'AMV. L'AMV, c'est l'oscillation multidécennale dans l'Atlantique, donc qui est liée à la circulation de retournement, aux variations de la circulation océanique, notamment.
En tout cas, voici le motif d'AMV utilisé issu des observations. Et donc, l'idée a été d'utiliser ce motif, de le rappeler dans le modèle pour voir un petit peu la réponse du climat à ce type de motif. Et vous voyez donc les résultats ici avec un fort réchauffement de l'Arctique. Et si on s'intéresse ensuite à ce qui se passe en termes de précipitation ou de pression de surface, on se rend compte qu'on a par exemple une influence sur la mousson africaine telle qu'on l'imaginait déjà. Mais que ça confirme ce résultat. Et puis, on voit aussi un effet donc, de cette variation multidécennale dans l'Atlantique également sur ce qui se passe dans les tropiques, notamment le nombre d'événements La Niña. Donc, tu peux avancer un peu les slides, voilà. Et puis, un dernier point, c'est qu'on a relativement peu d'effets finalement sur la circulation barotrope des moyennes latitudes, que vous pouvez voir donc, sur la pression de surface, où on a assez peu de signaux très significatifs. Donc, une influence assez faible. Alors, dernier point, est-ce que l'idée donc de ces prévisions décennales, c'est peut-être d'essayer d'aller vers des services climatiques? On n'y est pas encore, mais on explore aussi cette possibilité, notamment en voyant si on a des prévisibilités accrues selon les saisons, selon les échelles de temps. Et donc, on a fait une analyse systématique de ça qui montre que, en fait, la prévisibilité en été étendu est bien meilleure que sur l'année, en enlevant l'hiver, qui est très chaotique. Et puis, sur des échelles de temps longues, on est meilleur aussi. On ne peut pas prévoir l'interannuel, mais plutôt des échelles d'au moins 5 ans, donc des moyennes sur 5 ans. Et puis, afin de rendre disponible cette prévision décennale pour des études d'impact, nous avons mis en place une première étude de débiaisage de nos prévisions décennales à l'aide de la méthode quantile-quantile, donc qui permet de ramener finalement les modèles vers des observations en termes de probabilité de distribution. Et on a fait ça avec la réanalyse Watch, et qui permet aussi d'avoir une espèce de downscaling spatial, un downscaling statistique, et donc qui offre des données avec une résolution spatiale de 50 km environ. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Didier. Et donc la présentation suivante sur les climats passés sera donnée par Pascal. Voilà, bonjour. Donc je vais vous emmener un petit peu dans le temps, dans le passé, avec une présentation préparée avec les personnes qui ont pris en charge les simulations paléoclimatiques à l'IPSL. Donc les simulations paléoclimatiques permettent de revisiter un peu toutes les questions liées au rôle des forçages, au biais des modèles et à la variabilité, dans des climats qui ont des variations de l'ordre de grandeur de ce que l'on attend dans le futur, voire plus grand, qui permettent de revoir un peu les principales rétroactions et également les comparaisons aux données, puisqu'on a des données dans le passé. Alors pour ça, il y a 5 périodes de référence qui ont été proposées dans ces MIP6. 2 périodes qui sont des périodes qui sont là depuis maintenant pratiquement 30 ans dans PMIP, qui sont l'Holocène moyen il y a 6000 ans, qui est un climat pour lequel la grande différence par rapport à l'actuel est une saisonnalité accrue dans l'hémisphère nord et diminuée dans l'hémisphère sud, liée à l'orbite terrestre, et pour lesquels il y a des gaz à effet de serre de conditions pré-industrielles. Donc ça permet vraiment d'explorer la saisonnalité, les rétroactions du système et du système hydrologique en particulier. On a également le dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans, qui est ce climat caractérisé par une grosse calotte de glace sur l'hémisphère nord et également des taux de CO2 beaucoup plus faibles, permettent donc d'explorer la sensibilité climatique du système et également le rôle de la calotte. Alors à ces climats-là, on a adjoint des climats plus lointains, comme le dernier interglaciaire il y a 127 000 ans, qui permet aussi d'explorer un climat où l'orbite terrestre conduit à un accroissement de saisonnalité et climat pour lequel on a une évidence de fond de la calotte et de niveau marin plus haut qu'à l'actuel. Donc on peut explorer plus à fond les questions de niveau marin avec ce climat-là et également en lien avec le projet ISMIP sur les calottes. Également le Pliocène, il y a 3,2 millions d'années, qui est l'époque à laquelle il faut remonter pour avoir des taux de CO2 équivalents à l'actuel, qui est un climat également plus chaud et qui est également avec suffisamment de données pour explorer les questions de sensibilité climatique et le rôle d'une calotte plus petite sur le climat.
Enfin, une autre période qui est là depuis CMIP5, qui est le dernier millénaire, depuis 1850, qui est un climat piloté qui ressemble très fortement à l'actuel dans un climat sans forçage ou très faible forçage anthropique, qui permet d'explorer le rôle de l'irradiance solaire, du volcanisme et s'interroger sur toutes les échelles de variabilité du climat dans une perspective à long terme. Donc l'intérêt de ces différentes périodes, c'est qu'il y a énormément de données disponibles et de reconstructions qui permettent des comparaisons modèles-données ou d'évaluation des modèles, des résultats. Alors un aperçu des simulations du dernier millénaire. Donc vous avez l'évolution de 3 variables climatiques, la MOC, la température à 2 mètres et l'indice foliaire qui sont les 3 courbes du bas. Il y a 2 simulations qui ont été faites avec des états initiaux différents, qui sont les courbes noires et les courbes bleues. Et la question qui se pose, c'est toute cette échelle de variabilité que vous voyez avec vraiment différentes fréquences qui apparaissent, long terme et plus court terme, dans quelle mesure ils sont pilotés par les forçages, avec quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, c'est le rôle du volcanisme qui est détectable et qui impose des refroidissements lorsqu'il y a des fortes éruptions volcaniques ou une augmentation de la fréquence. Et on voit par exemple que la courbe bleue et la courbe noire sont très rapidement en phase au début de la simulation, juste après les premières éruptions. Et puis une des questions qui est posée, c'est dans quelle mesure l'irradiance solaire, qui est très très faible en fait comme valeur, impacte ou non ou module le climat. Et la question qui est posée, c'est de passer de la modulation via l'ozone stratosphérique. Et vous voyez l'adéquation entre l'ozone ici sur les courbes rouges en haut et puis l'irradiance solaire. Donc, les études sont en cours et je vous invite, pour tous ceux qui font de la détection-attribution, de vraiment considérer cette période comme une période de référence du climat pré-industriel et d'aller discuter les résultats plus à fond avec Myriam Caudry qui s'occupe de cette thématique. L'autre thématique qu'on peut donner, c'est où est-ce que l'on en est actuellement dans la représentation du climat du dernier maximum glaciaire. Donc la carte en haut montre le refroidissement multimodèle des résultats CMIP6, avec refroidissement majeur bien sûr sur l'endroit où il y a les calottes, mais également sur l'ensemble de la planète et y compris dans les régions tropicales. Alors, il y a énormément de reconstructions, des nouvelles reconstructions qui donnent des résultats d'ailleurs relativement au niveau des conclusions similaire à ce que l'on avait par ailleurs. Et on peut s'intéresser au gradient entre les régions tropicales et les régions extratropicales. C'est ce que vous avez pour la partie continentale à gauche en bas et la partie océanique à droite en bas, qui sont des jeux de données, des reconstructions qui donnent des jeux de données complètement différents, mais qui conduisent un peu au même résultat sur continent ou océan. Vous avez là des axes qui donnent l'anomalie pour les températures tropicales, des tropiques nord, et puis l'axe des Y qui donne les extratropiques. Donc, ce que vous voyez, c'est que globalement, les modèles ont tendance à être trop froids dans les données extratropicales. C'est pour ça qu'ils sont plutôt en dessous de la grosse croix noire qui marque où sont les données. Et ce que vous voyez aussi, c'est que l'ensemble des croix plus épaisses sont plus proches de la croix noire que les petites croix plus fines qui étaient CMIP5, les croix plus épaisses étant CMIP6. Donc, le lot de modèles actuellement disponible a l'air plus proche des données que n'était le lot CMIP5, ce qui peut provenir en partie des conditions expérimentales et de la reconstruction de la calotte. Mais j'attire l'attention que les modèles à forte sensibilité climatique, et en particulier comme le modèle de l'IPSL CMIP6, ne sont pas encore inclus dans la base de données actuellement. Alors, l'autre climat qui permet aussi de s'interroger sur ce lien équateur-pôle, c'est le Pliocène. Donc, ce climat plus chaud, vous voyez sur les deux cartes le réchauffement des températures de surface de la mer dans la simulation IPSL CM6 actuelle et en dessous CM5 comme avant. Donc, en particulier, ce que vous voyez, c'est qu'au niveau de la structure du champ simulé, il y a un réchauffement plus marqué d'un CM6, que ce soit dans l'Atlantique Nord ou même dans le sud, dans l'océan Sud, et que pour ce qui est du Nord, la structure du champ est plus en accord et l'amplitude est plus en accord avec les données, qui sont les petits points sur la carte, et en particulier dans l'Atlantique Nord.
Moyennant ça, si vous comparez le facteur d'amplification polaire, les courbes bleues, qui est le facteur pour le nord, vous voyez que finalement, on obtient, quand on prend l'ensemble de ce facteur sur l'ensemble du globe, des choses relativement similaires pour les deux simulations dans le nord, mais en revanche, une réponse opposée, enfin plus forte dans le sud pour CM6 par rapport à CM5. Néanmoins, ces deux simulations sont dans le lot des simulations disponibles. Vous voyez tous les modèles, que ce soit CM5 ou CM6 sur la figure. Et les études sont en cours pour essayer de mieux comprendre l'ensemble de cette dispersion. Et là, je vous invite à discuter avec Camille Contou et Gilles Ramstein, qui s'occupent de ce climat au LSC. Alors, un sujet qui anime la communauté paléoclimatique depuis longtemps, c'est la mousson et les changements de mousson, en particulier dans les climats interglaciaires, lorsqu'on avait cette saisonnalité plus forte dans l'hémisphère nord, qui ont tendance, dans la période estivale, à accroître les gradients interhémisphériques et également les gradients entre le continent et l'océan. Et ces deux facteurs font qu'en fait, il y a un flux de mousson renforcé qui fait qu'il y a un déficit en été de précipitations sur l'océan et un surplus de précipitations sur le continent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux climats, que ce soit l'Holocène moyen ou l'interglaciaire, finalement, la structure d'amplification est très, très similaire, si ce n'est qu'il y a un facteur 2 sur le changement de précipitation entre les deux cartes que je vous ai mis là. Donc, ces analogies sont à l'étude, et y compris le réalisme de cette extension de mousson par rapport aux données. Donc, j'ai remis quelque chose qui traîne depuis des années dans PMIP les premières années, c'est est-ce que nos modèles sont capables de faire la période du Sahara vert, c'est-à-dire une mousson plus forte au Sahara-Sahel qu'à l'époque actuelle. Donc, vous avez les reconstructions qui vous indiquent en gros une variation assez importante jusqu'à 500 mm de pluie par an lorsque l'on prend une boîte sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, pour les reconstructions avec bien sûr des grandes barres d'erreur. Et vous voyez les différentes phases du projet PMIP avec les petits ronds et tous les modèles qui sont là, y compris PMIP 4 qui correspondent à CMIP 6. Et les modèles ont progressé dans le temps, mais on n'est toujours pas sur ces simulations de référence complètement en accord avec les données, même si des petits carrés là-haut commencent à y être. Et donc les études et les grosses questions qui sont en cours d'analyse actuellement, c'est le rôle des poussières dans ces simulations, et le rôle de la végétation dynamique et du lien avec les surfaces continentales de façon plus générale. J'attire l'attention que sur les simulations IPSL, il y a 4 membres, dont 3 membres sont avec des aérosols différents qui permettent d'étudier ce rôle des poussières. Voilà, slide suivante. Donc, on peut aussi aller se retourner vers le nord et s'interroger aussi sur la saisonnalité et le changement de couverture de glace de mer dans les hautes latitudes et en particulier dans l'hémisphère nord. Donc, la carte à gauche montre la réduction de couverture de glace de mer en moyenne multimodèle par rapport à l'époque pré-industrielle. Et bien sûr, plus le vert est foncé, moins il y a de glace ici. Il y a des reconstructions de glace de mer disponibles et les petits ronds verts donnent les endroits où les modèles sont globalement en accord avec ces reconstructions, et en rouge, là où c'est complètement en désaccord. Et bien sûr, on retrouve quelque chose sur lequel on pouvait s'attendre, c'est que ce sont bien les bordures de glace de mer qui sont difficiles à représenter et pour lesquelles il y a une grande diversité dans les réponses des modèles. La diversité dans la réponse des modèles a de grandes analogies avec ce que l'on peut trouver dans les projections climatiques, comme c'est un petit peu illustré sur les diagrammes de droite, où sont représentées sur l'axe des X les différences de couverture de glace de mer pour tous les mois de l'année pour la simulation 1% de CO2 moins la simulation pré-industrielle, et sur l'axe des Y en haut pour l'interglaciaire pour les miens par rapport à la période pré-industrielle. Et donc, ce que l'on voit, c'est que chaque couleur représente un modèle différent et chaque point sur ces courbes représente donc un mois différent, avec les mois d'été qui sont les plus déglacés et les mois d'hiver qui, dans le 1% CO2, ne se reconstruisent pratiquement pas dans les simulations au niveau de la couverture de glace, alors que pour les miens, on arrive à reconstruire de la glace. On repasse en positif. Et on voit bien que ce sont bien les mêmes modèles qui ont les changements de cycle saisonnier les plus marqués entre ces deux périodes, et qu'il y a énormément d'analogies et de possibilités de bien contraindre l'évolution de cette glace de mer en regardant les conditions d'été pour les miens,
par exemple en haut, mais c'est également vrai si on regarde l'Holocène moyen. Sur le diagramme du bas, on retrouve les analogies entre les différents modèles. Et donc là, on a pas mal d'études en cours pour comprendre les principales rétroactions liées en particulier à l'albédo de la glace, à la vapeur d'eau et au changement de l'abstraite dans l'atmosphère. Voilà. Alors un autre sujet qui est extrêmement regardé de plus en plus avec les données paléoclimatiques et l'ensemble de simulations, c'est un petit peu les questions autour du devenir de El Niño ou de la variabilité tropicale. Et là, l'exemple, c'est El Niño avec ces questions qui sont que dans les simulations 1% CO2 ou abrupt 4% CO2, on voit quand même, lorsque l'on prend toutes les petites barres sur les diagrammes de droite, des grandes diversités de réponses entre tous les modèles, entre les modèles qui font plus et les modèles qui font moins, même si la moyenne multi-ensemble dit quelque part qu'il y aurait plutôt un renforcement dans le centre du bassin avec un accord relativement bon entre les modèles, mais qui peut être quand même légèrement biaisé par le fait qu'il y a des modèles avec des réponses très fortes. Donc on a comment cette réponse au CO2 ne semble pas complètement stable entre les modèles. Et si l'on regarde un climat où on a également un changement de CO2 marqué comme en dernier maximum glaciaire, on voit aussi une grande diversité pour ce climat-là entre les réponses du modèle. Si ce n'est que pour le glaciaire, il faut aussi s'interroger sur le rôle de la calotte et la façon dont la calotte joue sur le placement de la zone de convergence intertropicale dans l'est du bassin, qui peut aussi conduire à des renforcements ou des amoindrissements de El Niño. Enfin, si on prend des climats comme l'Holocène moyen ou les dernières interglaciaires qui sont vraiment pilotés par l'insolation et un changement de saisonnalité, en revanche, on a un meilleur accord entre les résultats des modèles, plutôt vers un affaiblissement de la variabilité, qui va dans le sens des données pour ce qu'on a pu reconstruire sur l'Holocène moyen et qui tendrait à dire que les modèles sous-estiment l'amplitude par rapport aux données disponibles. Voilà, donc c'est un ensemble de travaux en cours et pour lesquels j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup d'analyses croisées, multipériodes, multimodèles et sur des thématiques différentes pour qu'on comprenne bien les différentes rétroactions et les principaux facteurs qui pilotent la réponse du climat dans un changement climatique. Voilà, merci. Merci Pascal, et nous allons passer à la dernière présentation de ce webinaire par Guillaume. Donc, bonjour à tous. Je vais finir sur une note beaucoup plus pratico-pratique parce que je ne doute pas que toutes les présentations précédentes vous ont donné envie de faire pareil et de vous investir avec CMIP6. Et pour faire assez rapide, en fait, je vais d'abord présenter ce qu'on ne fait pas, c'est de vous laisser seul vous débattre avec cette montagne de données. Donc voilà, quelques petits dessins humoristiques, plus pour préciser finalement ce que l'on fait. Donc, slide suivante. Et ce que l'on fait, c'est véritablement de vous accompagner de la donnée jusqu'à la production d'informations puis de savoir. Et ça, on le fait à travers une infrastructure donc, qui va gérer ces données, les organiser, vous en donner l'accès, les publier. Une infrastructure qu'on appelle FAIR, vous avez peut-être déjà entendu cet acronyme, qui en fait signifie que la donnée que l'on gère doit être facilement trouvable, accessible, interopérable avec différents outils et surtout réutilisable, ce qui est de plus en plus important aujourd'hui. J'insiste, j'ai pas donné de nom jusqu'ici, mais tout ça est fait au sein de la structure Esprit, donc c'est l'ensemble des services pour la recherche à l'IPSL qui comprend 3 pôles, tout ce qui est infra, données, ops et mode à la fois. Donc, on va plonger un petit peu dedans. Et là, par exemple, je voulais juste faire un petit état des lieux de l'avalanche. J'aime bien cette image, notamment des données CMIP qui ont évolué au cours des 2 dernières décennies. Et vous voyez que la production de données s'est fortement accrue. Et pour vous donner 2 chiffres assez clés, CMIP5 a multiplié par 50 l'exercice CMIP3 au début des années 2000 et l'exercice CMIP6 qui est toujours en cours, on estime qu'il va multiplier au moins par 20 l'exercice CMIP5 en termes de volume de données et de nombre de fichiers. Donc on atteint largement l'échelle du pétaoctet en se préparant même peut-être à atteindre l'hexaoctet sur le prochain exercice. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors,
Du coup, si vous êtes intéressé par vous aussi jouer avec les données SIMIP6, j'ai construit un peu la présentation sur une forme de FAQ ou de step by step. Et la première question que vous allez vous poser, c'est comment y accéder. Et la première étape, c'est d'ouvrir un compte sur le Mesocentre, si ce n'est déjà fait. Vous pourrez transmettre le message à vos futurs doctorants, par exemple. Et la première clé à retenir, c'est l'adresse ou la racine du file system à connaître, qui est /bdd pour base de données, hein, tout simplement. Et sous cette racine-là, vous trouverez les données de façon transparente pour différents projets de référence, à commencer bien entendu par CMIP6, donc dans /bdd CMIP6. Et ce qu'on va faire dans ces arborescences-là, c'est de rationaliser l'espace, d'organiser les données comme elles doivent l'être et de suivre leur versionnement quand des problèmes sont découverts. Donc, bien entendu, on vous accompagne là-dedans. On va voir sur la slide suivante. Si vous avez toute question, vous pouvez directement envoyer un email ou venir me chercher. Enfin, en période de confinement, ça va être compliqué. Alors, l'arborescence a plus lieu d'être une forêt, à vrai dire. Si vous n'êtes pas véritablement familier là-dedans, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter au sein d'Esprit. L'arborescence est une arborescence assez profonde qui démarre avec l'intitulé du projet et vous avez plein de niveaux qui vont venir expliciter le fichier NetCDF que vous trouverez en bout de course. Donc ça passe par l'activité au sein de CMIP6. On a parlé de DAMIP, de scénarios, d'historique. Ensuite, vous allez avoir l'institut, puis le modèle qui a été utilisé par cet institut, l'expérience, on a parlé des historiques tout à l'heure, et puis quelques particularités, le membre, quand on fait plusieurs membres avec différents états de départ, mais avec les mêmes forçages, donc c'est là qu'on va avoir une scission dans l'arborescence, et puis ensuite un élément qui va venir traduire à la fois la composante climatique, donc atmosphère ou océan, et la fréquence des fichiers de façon temporelle que vous trouverez en dessous, la variable, la grille et la version. La version est un élément assez important que vous pouvez voir en bas de la diapositive. Dans les arborescences, on a facilité un petit peu la navigation en faisant un lien symbolique qui s'appelle latest, qui pointera toujours vers la dernière version du fichier connu. Je vous invite à ne consulter que celui-ci, sauf si effectivement vous êtes en train de reproduire une analyse et que vous avez besoin de consulter une version bien particulière du fichier. J'attire aussi votre attention sur le fait que les fichiers NCDF ont aussi leur pattern, c'est MIP6, et que là aussi, vous pouvez venir nous voir pour comprendre un petit peu de quoi il retourne, le plus important étant la période à la fin du fichier qui vous indique ce qui est couvert par ce fichier en particulier. Donc, on peut passer à la suivante. Comment tout ça, ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a de disponible? Alors derrière /BDD, en fait, il y a véritablement le fonctionnement de l'infrastructure Climeri France. Dans /BDD, en fait, vous êtes logué sur un des deux polygones bleus que vous voyez sur le schéma, donc qui constitue le mésocentre de l'IPSL. Et sur ce mésocentre IPSL-là, on va pouvoir voir de façon transparente ce qui a été produit en données IPSL CMIP6 depuis le centre HPC du TGCC. Donc, vous avez accès dans /BDD à l'intégralité de la production du modèle IPSL pour CMIP6. C'est aussi le cas pour CMIP5 et c'est aussi le cas pour Cordex. Et vous avez aussi accès à un subset de données multimodèles, donc hors IPSL, qu'on télécharge cette fois-ci sur notre centre partenaire à l'IDRIS. Et le subset est défini en fonction des besoins qui ont été émis par le prochain rapport du GIEC et également de demandes récurrentes qu'on a pu identifier sur CMIP5 et qui commencent à apparaître sur CMIP6. Et donc tout ça, vous le voyez apparaître de façon transparente dans /BDD. La mise à jour de cette archive se fait environ tous les 2 mois. On a atteint une vitesse de téléchargement d'environ 6 Teraoctets par jour, ce qui est normalement beaucoup plus que ce que vous pouvez obtenir sur votre laptop. Donc, je vous invite à vraiment nous solliciter quand vous avez besoin de données. Le but, c'est de mutualiser des ressources. Les délais peuvent être un peu longs pour CMIP6 parce qu'on est vraiment dans la vague des dernières publications de données qui ont eu lieu, notamment avec la deadline du prochain rapport IPCC. Alors aujourd'hui, on a à peu près de disponibles sur cette infrastructure 700 Teraoctets de données CMIP6 et on a encore à peu près 250 Tera en attente, ce qui explique le délai. Si vous avez besoin de données additionnelles, d'autres variables, d'autres fréquences par exemple, je vous invite d'abord à regarder ce qu'il y a dans /BDD. S'il n'y a rien, vous pouvez regarder sur ESGF. Alors, je vais y revenir ensuite pour vous dire un petit peu en quoi ça consiste. Et si vous ne trouvez rien dans le catalogue ESGF, qui est le catalogue officiel qui comporte tout ce qui est disponible, vous pouvez nous faire la demande en m'envoyant simplement un petit fichier ou même dans le corps du mail
en suivant la syntaxe qui est à l'écran, le projet, l'expérience, la variable avec la fréquence dont vous avez besoin. Ensuite, on étudie cette demande par rapport à l'espace libre dont on dispose sur l'infrastructure. S'il faut, on précise ensemble le besoin et ensuite, on active le téléchargement. Donc du coup, ESGF, slide suivante. Pour faire très rapide, c'est un réseau fédéré de serveurs de données qui vont exposer chacun localement ce qui est disponible en données CMIP6 notamment, mais aussi de plein d'autres projets. Tous ces serveurs se voient les uns les autres, entre guillemets. Et si vous allez sur le portail français, allemand ou anglais, vous verrez exactement le même catalogue. Voilà, j'ai juste fait un petit zoom sur les serveurs qui constituent la partie Easiness, pour ceux qui connaissent ce projet-là. Si on fait un focus sur la France, on arrive à Climery France, et Esprit, plateforme, on va dire francilienne IPSL, comporte 2 nœuds de données, un à Polytechnique et un à Jussieu. Donc slide suivante. Donc, si vous ne trouvez pas dans /BDD, vous pouvez aller sur, par exemple, le portail français. Hein, j'ai mis l'adresse juste au-dessus. Et sur la page d'accueil, vous trouverez un tableau qui vous donne accès directement à l'interface de recherche de différents projets de référence, à commencer par CMIP6, bien entendu. Donc, voilà, slide suivante. Ça, c'est une question que malheureusement, on ne me pose pas assez souvent, voire jamais, mais du coup, je voulais quand même la mettre. Vous aurez accès à ce lien-là dans le petit tableau que je montrais précédemment sur la droite, mais je vous donne le lien directement. C'est la documentation officielle centralisée du projet CMIP6. À noter aussi que à travers cette page, vous avez accès à la documentation CMIP5 par exemple, mais c'est à partir de cette page-là qu'il faut démarrer votre analyse pour savoir comment utiliser les données et aussi peut-être se familiariser davantage avec leur organisation que je présentais tout à l'heure. Donc slide suivante. Du coup, vous allez pouvoir faire une demande où vous avez des fichiers dans /BDD, vous commencez à jouer avec, pour dire les choses simplement. Il y a 2 éléments importants que vous devez connaître dans vos fichiers NetCDF qui peuvent vous donner en fait toute l'information dont vous avez besoin pour savoir d'où ça vient et potentiellement interpréter des différences avec d'autres fichiers dus au modèle, au forçage appliqué, etc. Ces 2 éléments, c'est ce qu'on appelle le fuzzer info URL et le tracking ID. Donc, ce sont des éléments que vous trouvez dans les attributs globaux des fichiers NetCDF. Le premier, le fuzzer info URL, vous renvoie vers toute la documentation de cette simulation-là. Je parle de l'échelle simulation, donc plusieurs fichiers vont avoir le même URL, c'est normal. Et le tracking ID, c'est une chaîne de caractères aléatoire qui est immuable et qui va rester ainsi tout au long du cycle de vie du fichier et qui va vous donner un petit peu la généalogie entre les versions et ce qui a changé sur ce fichier-là entre différentes versions. Donc, slide suivante. Donc, soit vous avez ces éléments directement dans votre fichier, vous pouvez aussi les trouver sur le portail ESGF que je présentais précédemment. Quand vous faites votre recherche, donc là on est dans l'interface de recherche CMIP6 par exemple, quand vous cliquez sur les différents menus de gauche pour sélectionner votre dataset, pour chaque dataset, vous allez avoir un lien cliquable PID, donc c'est Persistent Identifier, c'est l'équivalent du Tracking ID que vous trouverez dans les NetCDF, et ça vous donne accès à une page web qui va identifier la donnée, vous donner la généalogie des versions, accéder à l'errata, donc les problèmes qui auraient pu être découverts sur différentes versions, et le lien vers d'autres fichiers, on va dire cousins, qui vont couvrir d'autres périodes, faire partie du même dataset. Slide suivante. De la même façon, juste sur la droite de ce lien-là, pour chaque dataset, vous trouverez aussi le lien fuzzer info URL qui, lui, va pointer vers une autre page, vous donnant toute la documentation sur le modèle, sur l'expérience qui a été réalisée, va vous donner un lien préconfiguré vers le portail ESGF si besoin, encore vers l'errata et vers la citation de cette simulation-là. Donc, slide suivante. Exemple ici d'un lien fuzzer info URL qui va vous mener vers la documentation. Alors là, c'est la documentation des expériences, enfin des MIP, des activités dans CMIP6. Vous pouvez sélectionner différents documents, aller vers l'expérience, aller vers retourner vers les MIP, et vous pouvez aussi aller vers les modèles, donc c'est la capture d'écran du bas, et ça va vous donner toute la documentation qui a été renseignée par les groupes de modélisation sur les différentes composantes du modèle, les forçages, la grille, le time step, etc. Slide suivante.
Côté errata, vous pouvez aussi vous poser la question à travers la généalogie des versions d'un dataset, qu'est-ce qui véritablement a motivé une nouvelle version, et potentiellement vous pouvez aussi vous interroger sur un fichier sur lequel vous trouvez quelque chose de bizarre. Et donc pour ça, on a créé un service qui s'appelle l'errata, qui fait aussi partie de cette infrastructure ISDoc qui va héberger toute la documentation derrière le faiseur info URL. Et à travers cette interface-là, vous pourrez connaître tous les problèmes qui ont été soulevés dans les données de l'archive CMIP6, avec les datasets que ça touche en fonction des différents problèmes. Pour plus de simplicité, vous pouvez aussi interroger l'interface directement en envoyant le fameux PID, le fameux Tracking ID que vous trouverez dans les NetCDF. Vous pouvez aussi envoyer un fichier avec une liste de Tracking ID quand vous jouez avec plusieurs dizaines ou centaines de fichiers. Pour chacun, vous retrouverez la généalogie dans les versions et puis un lien vers le problème qui a été déclaré pour changer d'une version à l'autre. Slide suivante. Et peut-être dernier élément le plus important, lorsque vous faites votre analyse et que vous devez citer les données pour votre éditeur, pour votre article, vous avez aussi dans le portail USGF, à côté du résultat de chaque dataset, un lien qui vous donne l'élément de citation pour citer ce dataset-là, avec le DOI rattaché. Et quand vous cliquez sur ce lien-là, la landing page, slide suivante, ça vous donne un peu plus d'informations avec les éditeurs et les créateurs de la donnée, mais également le format BibTeX pour ceux que ça peut intéresser, en tout cas la manière dont il faut citer cette donnée avec le DOI à transmettre à l'éditeur. Et je vais m'arrêter là. Merci à tous. Merci Guillaume, merci aux 5 intervenants d'être restés à peu près dans les temps impartis. Donc je pense que les intervenants peuvent maintenant rallumer leur caméra. Je remercie aussi tous les participants de nous avoir suivis. Vous avez été plus de 100 à nous avoir suivis jusque-là. Et on vous propose maintenant d'avoir une petite séance de questions-réponses. Donc vous pouvez utiliser le chat. Il n'est pas possible de vous faire parler sur ce logiciel, mais ceux qui le souhaitent peuvent poser des questions via l'interface du chat. Et puis donc on les relayera et on y répondra. On essaiera d'y répondre. Donc on peut vous laisser quelques minutes pour poser les questions. Tout a été très clair. Donc moi, je ne vois pas de questions, mais c'est la première fois que j'utilise aussi ce logiciel. Alors, les intervenants peuvent se poser des questions entre eux aussi. Oui, ben, j'allais le faire en attendant que les gens tapent leurs questions. J'ai une question, en fait, c'est est-ce qu'on a une idée de pourquoi le climat, c'est Rémi qui présentait ça, je pense, pourquoi le climat du modèle IPSL CM6 se réchauffe moins au 20e avec une sensibilité plus forte? On a des pistes ou pas? Parce qu'en même temps, on est censé avoir un effet des aérosols pas très fort dans cette version, donc on a des pistes. Pour les deux, si je me souviens bien, oui, on a des aérosols qui sont un peu moins forts que pour CMIP5 avec le nouveau modèle IPSL. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop exactement pourquoi on a ça, pourquoi on se réchauffe un peu moins sur la période historique. Est-ce que on a l'influence par exemple de l'océan à basse fréquence ou qui pourrait par exemple influencer ça? Je ne sais pas exactement. D'accord. Donc je pense que le forçage des aérosols n'était pas très fort dans CMIP5 non plus. Mais on n'a pas. Alors c'est difficile de diagnostiquer les forçages et on ne l'avait pas fait de manière systématique dans CMIP5. Donc c'est un peu difficile de comparer CMIP5, CMIP6. Il faudrait peut-être aller voir les simulations d'AMIP pour voir forçage par forçage au niveau des historiques où se trouve l'explication et on ne l'a pas encore fait. Alors je vois pas de questions. Je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas utiliser le logiciel ou si vraiment il n'y a pas de questions. Je ne vois pas de questions. Ah, je suis peut-être pas dans le bon onglet.
Ah oui, si, Le voilà. problème, c'est que comme les gens ne peuvent pas parler, on ne peut pas savoir s'ils ont des problèmes pour poser des questions par chat. Alors, attendez, c'est peut-être moi. Question. C'est la première fois qu'on fait ça, hein. Alors, donc je vois le début de la question, mais je ne vois pas la question en entière. Attendez, ça va venir. Merci pour ces exposés. La fenêtre est toute petite, hein, et donc c'est pas facile à visualiser. Bonjour, merci pour ces exposés. Est-ce que vous pourrez donner les liens vers les articles que vous avez cités? Donc oui, on pourra faire ça. Je pense qu'on donnera la présentation, peut-être la liste des articles et puis la vidéo, hein, du webinaire. Donc là, j'ai eu une question. Est-ce que je peux en voir d'autres? Merci pour vos interventions hyper claires. 2 questions. Est-il possible de probabiliser des événements pour les résultats d'un modèle à un horizon de temps? Et pour mesurer l'impact du changement climatique en France, qu'est-ce qui est possible? Et une question de Marc Bagari de Groupama. Qu'est-ce que quelqu'un veut y répondre? J'ai peut-être plusieurs éléments de réponse, hein. Nous avons l'ensemble d'historique qui permet de faire des probabilités sur des événements extrêmes. Alors, il y a toujours bien sûr la question de la correction de biais, hein, puisqu'on a un modèle global avec des biais, donc il y a toujours une étape qui peut être nécessaire de correction de biais pour se ramener dans un monde un peu plus réel. Mais après, effectivement, l'ensemble d'historique permet d'aller explorer le monde des possibles et de faire des probabilités peut-être un peu plus robustes sur le climat actuel. Et puis, on a aussi un ensemble pour le climat futur, et donc on peut faire le même travail. Et ensuite, les nouvelles simulations proposées par Frédéric, en climat futur stable ou stabilisé à 2 degrés, à 4 degrés, on a la possibilité de les faire suffisamment longues pour aussi générer des statistiques importantes. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Je veux bien compléter un tout petit peu là-dessus. Oui, c'est sûr que sur les probabilités sur le climat du futur, il y a une incertitude de toute façon sur le fait que la vitesse du réchauffement est relativement incertaine d'un modèle à l'autre, hein. Donc, il y a de toute façon cette incertitude qui est très forte. Donc, quelle va être l'amplitude du réchauffement à un horizon donné? Bon, il y a l'incertitude économique et politique aussi, mais même si on supposait celle-là connue, il y a une incertitude climatique. Et après, une fois qu'on est à 2 degrés, c'est quand même ce réchauffement global qui détermine beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on veut essayer de faire ces simulations à l'équilibre. C'est dans cet esprit-là pour se dire, voilà, on simplifie un peu le système. On a une cible en température. Et à cette cible en température, si on atteint 2 degrés, qu'est-ce qui se passe? Si on atteint 4 degrés, ce qui se passe? Et de faire des simulations suffisamment longues pour pouvoir faire effectivement des statistiques, des extrêmes, etc. Et puis aussi des stratégies pour faire des simulations à plus haute résolution sur ces simulations pour voir un peu ce qui vient du manque de résolution. Donc, on est en train de mettre en place un peu une stratégie. Je pense qu'il y a du travail à faire dans cette direction. J'ai toujours un petit peu de mal à lire les questions parce que la fenêtre est minuscule. Une question de détail pour Guillaume, ça veut dire quoi c'est mort dans c'est mort table? Question pour Guillaume. C'est mort, c'est un acronyme pour Climate Model Output Rewriter. Historiquement, c'est un outil qui permet de réécrire les fichiers en sortie de modèle au format CMIP6. Dans l'arborescence, en fait, cet acronyme a été réutilisé pour définir ce niveau dont les valeurs sont en fait une petite contraction entre la composante du modèle qui a produit la variable et la fréquence temporelle. L'exemple assez courant, c'est AMON, donc A et puis MON tout de suite contracté, pour atmosphère et monthly. Voilà, donc il y a plein de petites possibilités comme ça. C'est une façon de contracter 2 niveaux en un. Plutôt que d'avoir Atmos et Monthly derrière, et ben on met tout sur un seul même niveau avec cette valeur contractée. Ouais. Une question de Harry Laos, que je lis, donc des recommandations pour la partie service climatique. Faut-il privilégier le membre 14 dans la simu historique? Peut-être Rémi, tu peux donner un élément de réponse. Oui, alors on a fait un peu des évaluations justement de l'ensemble historique IPSL. On a vu que certains membres, comme par exemple le membre 14, arrivent à
à avoir une bonne représentation de la température globale, et que ça, c'est en partie dû au fait qu'il représente assez bien la variabilité interne, notamment basse fréquence du climat. Après, tout dépend de l'étude qu'on veut faire, de la région à laquelle on s'intéresse, et aussi de la période à laquelle on s'intéresse, parce que les membres les plus cohérents avec les observations vont différer selon la période d'étude. Si on étudie par exemple les 20 ou les 30 dernières années ou une période plus ancienne, les évaluations, elles sont à faire à chaque fois pour essayer de sélectionner un ensemble ou un sous-ensemble si on veut s'intéresser à ça dans l'ensemble historique. Après, sur la période 1880-2018, c'est vrai qu'on a vu que le membre 14, et il y en a quelques autres aussi, arrivent à avoir une représentation de la température assez bonne. Donc, ça peut être intéressant de sélectionner ce sous-ensemble en particulier. Voilà, donc il y a un peu une question fondamentale qui est de savoir est-ce qu'il faut considérer tous ces membres historiques équiprobables ou est-ce que pour certaines applications, ben, il faut aller les échantillonner et ça dépend un peu de l'échéance à laquelle on se place, mais si on veut par exemple calibrer des corrections de biais, ben, ça peut être plus pertinent d'aller chercher le membre qui est peut-être plus en phase avec les observations pour la région considérée. Donc, mais ça, je pense que c'est des réflexions qui ne sont pas tout à fait abouties. Il y a peut-être un changement de paradigme ici auquel il faut réfléchir. Mais c'est effectivement une question très importante. Autre question, est-il possible d'avoir plus de détails sur l'extension des historiques jusqu'en 2060? Quelle différence avec les SSP et en particulier avec le SSP 245? Rémi ou... Une des principales différences, c'est qu'on a gardé pour les extensions les niveaux d'ozone à un niveau constant déjà, de concentration d'ozone à leur climatologie de 2014, mais aussi que on va avoir plus de membres disponibles que pour la projection. Alors je ne sais plus combien il y a de membres pour ce scénario, pour la projection de ce scénario, mais l'ensemble historique, on a prolongé les 32 membres qui sont disponibles jusqu'en 2060. Voilà. Je sais pas si donc la raison pour laquelle l'ozone a été gelé à sa valeur 2014, c'est simplement parce que le forçage n'était pas disponible quand on a lancé ces extensions, mais on peut considérer que ces extensions sont quand même assez proches d'un scénario 2.4.5, et l'avantage, c'est qu'il y a 32 membres, alors que dans les autres scénarios, on a 10 membres. Question de Eric pour Guillaume. Qu'en est-il de la disponibilité dans DRIAS? Est-ce que tu connais DRIAS? C'est le portail commun IPSL Météo France qui, pour le moment, a essentiellement des données CMIP5. C'est ça. Alors, c'est une très bonne question. J'ai pas d'éléments de réponse là tout de suite. Je pourrais regarder de mon côté, mais on n'a eu aucun lien particulier avec DRIAS pour pouvoir distribuer les données CMIP6 à présent, puisqu'ils ont du CMIP5. Non, pour le moment, le portail, on va dire, officiel reste SGF et j'ai pas eu de demande ou de contact avec DRIAS pour avoir une redondance nationale, on va dire. Oui, Pascal, tu as plus d'informations? Non, j'ai pas plus d'informations là-dessus. C'est vrai qu'on est encore dans la construction de la plateforme d'analyse et de tout ce qui va avec. Et donc, effectivement, il faut refaire ce lien par la suite pour DRIAS par rapport à ce qui a été fait sur CMIP5, je pense. Et pour l'instant, c'était peut-être aussi un peu prématuré par rapport à l'ampleur du travail qu'il y a eu dans les derniers mois et les dernières années autour de CMIP6. Ouais. Voilà, pour le moment, effectivement, on privilégie l'accès via la plateforme Esprit, mais il y a un moment donné où on peut s'appuyer à nouveau sur DRIAS, peut-être. J'ai une question sur les vagues de chaleur et les extrêmes de température. Quelles sont les perspectives offertes par CMIP6? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Frédéric, je sais que tu avais regardé un petit peu. Moi, j'ai regardé, j'ai fait pas mal enfin, j'ai fait des analyses plutôt pour présenter un peu ces simulations, pas des vagues de chaleur, des petits épisodes, mais vraiment des étés chauds et enfin voilà, en termes plutôt de moyenne saisonnière. Et ce qu'on voyait, c'était que les simulations qu'on avait représentaient, en fait,
l'arrivée de la canicule de 2003 aux alentours de 2000, ça colle assez bien avec l'ensemble de nos simulations. C'est-à-dire que typiquement, dans les 30 membres, les 32 membres qu'on a, on a aux alentours de 2000 des événements de ce type qui arrivent. Et voilà, on a une statistique des températures d'été moyennes sur la France qui semblent être assez cohérentes avec les observations en fait. Mais voilà, je sais qu'il y a eu des études, il y a des gens qui ont regardé de façon plus détaillée des vagues de chaleur, des épisodes plus courts, quoi, le côté météo vraiment. Oui, disons qu'on commence à voir des choses raisonnables, hein, même à des échelles comme la France. Nous, on a fait aussi une petite statistique où on voit qu'on prévoit bien les extrêmes, mais on a du mal à prévoir, enfin du mal à simuler, pas prévoir, mais on a du mal à simuler les extrêmes en termes de température. Il semble y en avoir moins que dans les observations. Donc vraiment la queue de distribution est un peu différente. J'ai une question sur l'accès aux données CMIP6, est-il ouvert aux extérieurs hors IPSL? Donc je pense on parle ici de la plateforme Esprit. Guillaume, est-ce que tu veux répondre? Tu vas compléter justement. Donc ça dépend ce qu'on appelle extérieur hors IPSL. Si c'est partenaire Climérie, je pense aux différents laboratoires en région toulousaine, par exemple. Là, effectivement, il suffit de demander une ouverture de compte et puis l'accès, normalement, est ouvert. Il y aura peut-être une demande de permission sur le /BDD CMIP6 à me demander. Après, pour les extérieurs complètement, là, effectivement, on est en train de mettre en place sur la plateforme une tarification via Sorbonne Université pour justement pouvoir donner un accès un peu plus contrôlé à des extérieurs de l'IPSL, mais vraiment extérieurs. Là-dessus, peut-être que Olivier, tu as plus d'infos précises. Oui, c'est en cours. Je pense qu'il faut nous contacter et puis on voit aussi un petit peu au cas par cas. Mais disons qu'on offre un accès déjà aux collaborateurs. Et puis après, au-delà, on commence à mettre en place un cadre qui permet de le faire. Donc j'ai une question, beaucoup de remerciements aussi, mais j'ai une question sur les scénarios. Existe-t-il une simulation qui reste en dessous du 1,5 degré à la fin de 2100? Quel est le rôle des émissions négatives dans ces scénarios? Est-il possible de parvenir à l'accord de Paris et à rester en dessous de 2 degrés? Donc, bon, je pense que ce qu'il faut rappeler là, c'est qu'on a essentiellement présenté un modèle, mais il faut regarder ça aussi dans un contexte multimodèle. Et c'est le travail qui est en train de faire le GIEC. Mais donc, avec notre modèle, on a des scénarios qui nous permettent, voilà, tout juste de rester sous les 2 degrés, mais au prix effectivement d'émissions négatives de CO2 dans ces scénarios-là. J'essaie d'avoir la prochaine question. Non, je crois que... Ah, si. Non, je crois que je retombe sur... Ça va en boucle, donc je crois que j'ai fait le tour. Mais l'interface est très peu pratique, donc voilà, il est possible qu'on ait oublié des questions, mais je pense qu'elles réapparaîtront après dans le compte-rendu du webinaire, et si c'est le cas, on ne manquera pas d'y répondre. Ah, c'est une question pour Didier. A-t-on le même paradoxe signal-to-noise ratio avec IPSL-CM qu'avec le modèle du MET-Office, c'est-à-dire prévoit-on mieux les observations que le modèle lui-même? Alors, on n'a pas regardé spécifiquement ce diagnostic-là, mais au vu de ce qu'on peut voir sur la variabilité, la façon dont on prévoit la variabilité climatique, il est vraisemblable qu'on ait le même comportement, c'est-à-dire qu'on prévoit certains événements avec une amplitude beaucoup plus faible que l'événement réel, quoi. Donc on a beaucoup de turbulences dans le modèle et on a besoin de nombreux membres pour vraiment isoler le signal prévisible qui apparaît du coup avec une amplitude plus faible. D'où le besoin de beaucoup de membres. Ouais. D'ailleurs, pour compléter, c'est assez intéressant ces histoires de variabilité de bruit dans les modèles, puisqu'il semble qu'effectivement on en est trop là pour ces échelles de temps-là.
Et avec le paléoclimat, souvent on montre qu'on n'aurait plutôt pas assez si on prend des variabilités un petit peu plus longues. Donc c'est aussi des choses à regarder. On doit avoir une mauvaise répartition dans le spectre globalement. Oui, je pense que les deux valent. Enfin, ce paradoxe vaut pour le paléo aussi. On a sans doute une réponse au forçage. Enfin, on a des signaux sans doute trop faibles en réponse à certains forçages ou certains signaux de surface. Ouais. Donc j'ai une autre question, on s'éloigne un petit peu du webinaire, mais pensez-vous que la crise globale du Covid va augmenter la probabilité de rester dans un scénario à 1,5 ou 2 degrés? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors moi j'avais vu des estimations de diminution des émissions qui étaient quand même assez faibles, donc, et on s'attend à une reprise aussi très forte dès que la crise sera passée. Puisque là, sur l'année, on est seulement oui, voilà, aux alentours de ce qui est préconisé par l'accord de Paris en termes de réduction d'émissions, quoi, autour de 4, 5, peut-être 10%. Enfin, l'année n'étant pas finie, on ne sait pas, mais il faudrait un Covid tous les ans, quoi, en fait, pour rester. Voilà, qui s'additionne. Et il faut que ça s'additionne, ça se cumule tous les ans. Donc on voit un peu l'ampleur. C'est ça, bon, pour une partie, la réponse qui est importante, c'est que on pourrait arrêter tout pendant un mois ou deux, ça fait juste retarder d'un mois ou deux le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Donc il faudrait, voilà, c'est une question de longueur de longueur de l'effet. Donc voilà, s'il se trouve qu'il y a des conséquences politiques qui font qu'on se rend compte qu'on peut vivre avec moins de transport, etc., peut-être que ça aidera, mais ce sera plus par les conséquences politiques que. Bon, après, on ne sait pas trop non plus combien cette crise va durer, mais ça, c'est une autre question. Donc, une autre question pour Guillaume. Comment peut-on vous contacter pour des questions éventuelles? Par email, hein, plus simplement possible. Donc c'est guillaume.levavasseur, c'est dans les slides, on le mettra, @ipsl.fr, voilà, avec votre demande, et puis on fera ce qu'il faut. D'accord. Une question donc, qui peut-être s'adresse à moi. Peut-on avoir des précisions sur la manière dont est pris en compte le forçage des aérosols anthropiques dans les simulations historiques, effet direct et effet indirect? Quels avantages du forçage CMIP6 par rapport à CMIP5? Donc effectivement, on prend en compte l'effet direct des aérosols, donc en ciel clair. Par rapport à CMIP5, on a une amélioration au sens qu'on considère maintenant les nitrates. Donc on considère les sulfates, les aérosols organiques, le carbone suie, mais aussi les nitrates, et on a aussi une meilleure représentation des aérosols stratosphériques, hein, qui dans CMIP5 étaient représentés simplement par une diminution de la constante solaire, alors que là on a une représentation explicite de leurs effets. En termes d'effets indirects, là les paramétrisations n'ont pas tellement évolué par rapport à CMIP5, disons qu'on considère que les incertitudes sont toujours assez importantes et donc il n'est pas forcément nécessaire de complexifier beaucoup la représentation. Donc là, on a quelque chose de relativement simple sur la réflectivité des nuages. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un article qui documente la manière dont les forçages ont été implémentés dans le modèle, qui vient d'être publié dans un numéro spécial IPSL-CM6 dans le journal James de l'AGU. Je vois si on a encore des questions. Ça semble être la même. Présentation de Rémi, voilà. Le fait qu'une simulation ait une tendance proche des OBS est-il suffisant pour dire que cette simulation est bonne? Cela ne présage pas de la trajectoire qui mène à cette tendance, n'est-ce pas? Non, parce que déjà le fait que un des membres a une tendance qui est assez proche de celle observée, ça ne veut pas dire par exemple qu'on a une bonne représentation de la tendance spatialement ou qu'on a les bons processus qui sont représentés. Donc il y a ça qui est à vérifier également. Donc voilà, ça veut pas forcément, c'est pas parce qu'on a forcément une tendance qui est proche de l'observation qu'elle y est pour les bonnes raisons. Après, ça peut être utile si par exemple on cherche à avoir un état moyen qui est proche des observations, si on veut faire une expérience de régionalisation par exemple, ce sont des choses à réfléchir, je pense. Mais
Mais oui, c'est pas juste en voyant une tendance comme ça qu'on peut dire qu'on a une bonne représentation de la tendance dans le monde. Voilà, et puis c'est pas toujours le même membre qui est le plus proche, le plus en phase avec les observations, suivant le critère qu'on regarde. Et donc ça pose aussi des questions. Ça pose aussi une question. Ouais. Peut-être une chose qu'on pourrait préciser, ce sera à la fois une précision et puis éventuellement des compléments de questions aussi pour Rémi et toi. C'est dans cet accord entre l'évolution des températures sur le 20e entre un membre et les observations, il peut y avoir des choses sur la variabilité à différentes échelles de temps, mais on a entre autres cette question du fait que dans la simulation de contrôle, enfin dans le modèle de l'IPSL en général, on a une oscillation à 200 ans du modèle de température qui n'est pas négligeable, hein, de quelques dixièmes de degré. Et en fait, cette oscillation de température est assez prévisible au sens où, quand on lance les simulations de contrôle, on reste dans cette voilà, on ajoute les simulations historiques, pardon, on ajoute la perturbation anthropique, mais sur quelque chose qui a tendance à la base à osciller. Et ça fait que si on est parti dans une phase descendante ou dans une phase montante, pendant 100 ans, la température va plus augmenter ou plus décroître. Donc, quelque part, une des choses qu'on mesure donc là, c'est aussi une question en partie, à quel point c'est ça qu'on voit ou pas, c'est en fait cette tendance, à quel moment on est parti en fait sur ce cycle, sur cette oscillation des températures de la simulation de contrôle. Et si, voilà, c'est possible qu'on ne sait pas du tout si on ne compense pas des erreurs, c'est-à-dire que, en fait, on a un modèle qui a tendance à trop se réchauffer, par exemple, et celles qui sont bonnes, c'est quand on est dans une phase décroissante, et en fait, c'est de la compensation d'erreurs. Donc, il faut quand même être très prudent avec ces histoires-là. Et l'autre question, c'est dans quelle mesure… Alors, si on imagine que le modèle était très bien et qu'en fait, on sélectionne la bonne phase du mode de variabilité lent, c'est très bien, on a fait quelque chose de très bien, et dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est la bonne façon d'initialiser une simulation du futur, mais tout ça, ça reste vraiment en question. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle du tout sur savoir si ces bons membres, par exemple, en termes d'oscillation centenale, ils sont bons parce qu'ils étaient dans la bonne phase de l'oscillation centenale. On n'en a aucune idée, enfin, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est de regarder, quoi. On a des éléments, enfin, c'est plutôt l'étude de Rémi, donc je le laisse répondre, mais on a exactement pensé à la même chose et Rémi est en train de regarder ça en détail. D'accord. Vas-y, Rémi. On n'a pas encore, d'accord. Vas-y, Rémi. Alors. On est en train de regarder ça en détail, mais on voit quand même l'influence de cette variabilité importante à basse fréquence sur les changements de température, notamment dans les historiques. Selon l'initialisation, on va avoir un changement de température plus ou moins important sur la période historique. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça et je pense que oui, selon ce qu'on veut faire, il y a pas mal de réflexions à avoir là-dessus. C'est ce qu'on est en train d'essayer de regarder justement un peu, essayer de trier un peu ces ensembles, de regarder un peu est-ce qu'ils arrivent à bien représenter ou non, mais ça va quand même dépendre in fine de la période qu'on veut considérer, de la région qu'on veut considérer aussi. Oui, merci. Je vais juste ajouter, c'est pas dans le cadre exactement là, mais sur des simulations longues paléo qu'on a, on a aussi plein d'exemples avec cette variabilité basse fréquence à plein d'échelles de temps. Et ce que ça montre en particulier, c'est toute la question des phasages entre les bassins quelque part pour capter la variabilité lente océanique, mais on peut avoir des biais induits par le fait qu'il y a beaucoup d'analogies entre la variabilité rapide et la variabilité lente. Et donc la question, c'est comment on distingue les deux pour tomber sur les bonnes caractéristiques en fait quelque part. C'est ce que fait Rémi, hein, c'est un peu en regardant justement les tendances un peu bassin par bassin ou région par région, et voir si elles collent. Oui, mais sur l'historique, tu as essentiellement la variabilité rapide, si tu n'as pas la variabilité à 200, 500 ans. Oui, mais tu as quand même 150 ans d'observation. Donc tu vois un petit peu ce qui se passe dans l'Atlantique depuis 150 ans. Tu vois. Enfin bon, c'est en cours de préparation, je veux pas trop. Donc, question suivante, peut-être pour Pascal. Qu'en est-il de la représentation des calottes glaciaires dans CMIP6 et leur impact sur l'élévation du niveau de la mer, notamment au regard des instabilités qui ont été mises en valeur? Dans notre modèle, c'est la réponse simple. Oui, alors dans les simulations telles qu'elles ont été faites jusqu'à maintenant là, la calotte est imposée. Donc, on n'a pas la dynamique de la calotte qui est représentée pour représenter des évolutions rapides de la calotte, qui sont des choses qui vont venir dans un deuxième temps.
et pour laquelle il y a des simulations en lien avec le projet ISMIC qui, lui, regarde explicitement la calotte elle-même, avec des calottes forcées, et puis après des calottes dans les autres modèles. Ce qu'on a juste dans le modèle, c'est une petite paramétrisation des flux d'eau de la calotte, qui peuvent jouer sur certains liens avec l'océan, mais pour l'instant, ce point-là n'est pas pris complètement en compte dans les simulations que j'ai montrées. C'est juste des calottes imposées avec des tailles différentes. Mais l'air de rien, entre les phases de PMI, par exemple sur le glaciaire, on a vu des différences assez marquées sur ce qui se passe autour des calottes, soit dans la façon dont le flux est dévié dû à la calotte, soit la façon dont certains vents, je veux dire catabatiques, ne sont pas des vents catabatiques dans ces simulations non plus, mais la façon dont la calotte va renforcer des circulations sur l'océan vont aussi conduire aux modifications de la circulation et modification de la circulation thermohaline. J'insiste aussi pour dire que le glaciaire est très très intéressant pour ça, dans ces simulations paléoclimatiques, pour regarder vraiment le côté océan et la circulation thermohaline. En général, les modèles montrent aussi une grande diversité, ce qui veut dire qu'il y a de quoi regarder sur ce qui est à l'origine de cette diversité au niveau thermohalin, donc dans les champs de température et de salinité, mais également dans tout ce qui est lié au forçage par le vent et la position des storm tracks et autres choses, et également tous les liens d'interaction avec la glace de mer. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il y a pas mal d'études, mais qui mériteraient, je pense, d'avoir beaucoup plus d'études croisées passées-futures sur ce genre de sujet. Merci. J'ai une question sur les inondations. Qu'est-il possible de dire sur les inondations? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je dirais que autant sur les vagues de chaleur, on commence à voir des choses qui me semblent un peu réalistes dans les modèles globaux. Je dirais que pour les inondations, dans la mesure où c'est souvent lié à des précipitations extrêmes, on n'est quand même pas encore tout à fait, on n'est pas en résolution qui permette de dire des choses sans une étape de descente d'échelle. Mais... Voilà, alors on peut penser ça notamment sur les événements type Cévenol. Pour avoir vraiment les événements Cévenol, il faut quand même un peu de résolution sur la météo locale, certainement. En revanche, il y a des choses quand même encourageantes qu'on n'a pas poussées du tout, mais on a une paramétrisation de la convection orageuse dans les dernières versions du modèle qui a pas mal d'originalité, grâce au travail notamment de Jean-Yves Crampex, Jean-Philippe Lafort, Nicolas Rochetin, Catherine Rio, qui permet de simuler une intermittence de la pluie. C'est-à-dire que les modèles classiquement d'orage, ils ont tendance à faire un peu de la pluie tous les jours à midi. Donc, on avait déjà travaillé sur la version précédente à faire en sorte que la pluie arrive plutôt le soir, les orages, comme c'est observé d'habitude. Mais ça en fait encore trop tous les jours. Et disons qu'avec les nouvelles versions du modèle, on a une pluie qui est beaucoup plus intermittente, par exemple sur le Sahel, où on sait qu'en gros, il pleut un jour sur 3. La pluie de mousson, ça se fait un jour sur 3 ou un jour sur 5. Donc, on arrive à avoir un modèle qui ressemble à ça. Et du coup, on a regardé sur le Sahel et on voit quelque chose qui a priori est observé, c'est-à-dire une augmentation de la pluie, mais qui est associée à une augmentation en fait des intensités, donc d'événements de plus en plus intenses. Donc il se peut qu'on ait pas mal d'informations en fait sur l'intensité des précipitations, qui est quelque chose possiblement sur ces régions-là de beaucoup plus robuste que justement des effets de météo locale. C'est lié au fait, l'instabilité, etc. du système. Et on semble avoir des choses assez intéressantes qui mériteraient d'être creusées et qu'on n'a pas creusé du tout jusque-là, sauf à regarder qu'effectivement, on a une intensification des pluies avec le réchauffement global sur le Sahel. On peut aussi noter, alors c'est pas directement les pluies et les événements forts, mais il y a de plus en plus d'études aussi sur les bassins versants qui permettent de faire des intégrations régionales pour quand même les côtés grands fleuves et les débits, les changements de débit. Et là, il y a éventuellement des informations aussi disponibles en paléoclimat. Donc, il y a moyen de vérifier un petit peu les tendances de changement, si les modèles ont à peu près des caractéristiques qui un peu réalistes, qui vont dans le sens ou pas des données. Donc, il y a encore beaucoup de questions. Je propose qu'on continue jusqu'à midi et puis après, on arrêtera et peut-être on répondra par mail aux questions qui restent. Mais il y a encore beaucoup de participants en ligne, donc ça vaut le coup de continuer. Il y a une question sur l'accès à distance. Donc, je pense qu'on a déjà en partie répondu. On peut, avec du calcul, on développe une offre pour accéder à ces données. C'était une personne du secteur privé qui posait la question. Une question sur quel simu historique pour quel simu futur. Alors,
peut-être, on peut dire un peu la stratégie d'initialisation des simus futurs. On a, pour chaque scénario, on a 10 membres qui correspondent donc à 10 historiques qu'on a prolongés. Et je dirais qu'il y en a peut-être pour 6 ou 7, on les a choisis un peu au hasard, et pour 2 ou 3, on les a choisis parce qu'effectivement, ils nous semblaient un petit peu plus en phase avec ce qui avait été observé pendant la période historique. Donc, l'ensemble des simulations futures n'est pas échantillonné de la même manière que l'ensemble des simulations historiques. Mais il me semble que pour cette question-là, cet ensemble historique prolongé est vraiment. Les gens qui se posent des questions liées à l'état initial, je pense que c'est vraiment un objet. Enfin, il faut privilégier ça, c'est-à-dire que voilà, la question de l'état initial, c'est plutôt pour des échelles de quelques décennies, et dans ce cas-là, cet ensemble, il est quand même particulièrement intéressant, quoi, je pense. Et il y a aussi les prévisions décennales. Qu'est-ce qu'il y a? Et je mentionne qu'il y a aussi les prévisions décennales qui répondent à oui. cette question d'état initial. On a une question sur la descente d'échelle. Quand est-ce qu'il y aura un Cordex 2 basé sur CMIP6? Je pense que c'est en cours, hein, y compris à l'IPSL, où il y a une configuration MedCordex qui va faire de la descente d'échelle du run IPSL CM6. Et je pense que à l'échelle mondiale, c'est aussi en cours. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations. Non. Bon, il faut aller voir dans la communauté Cordex. Question alors très technique, savez-vous s'il y aura d'autres modèles pour RFMIP, PICLIM, HIST-ALL? Donc là, je n'ai pas la réponse, mais Guillaume, tu peux peut-être dire la procédure à suivre si on veut vérifier. Ouais, donc là, c'est vraiment de suivre la slide, comment demander de nouvelles données. Donc déjà vérifier ce qui existe sur /BDD CMIP6. Si effectivement il n'y a pas, il faut que vous vérifiez ou qu'on vérifie ensemble sur IGF ce qui est disponible. S'il n'y a rien sur IGF qui est disponible comme modèle additionnel pour ces MIP-là en particulier, on pourrait éventuellement se renseigner à savoir s'il y a des publications à venir d'autres groupes de modélisation. Mais sinon, bah voilà. Après, si d'autres données existent, on mettra à jour l'archive dans /BDD pour que les nouveaux modèles soient téléchargés pour ces MIP-là. Voilà, alors là, je ne vois plus de nouvelles questions, mais j'en ai peut-être laissé échapper, hein, parce que j'ai toujours pas trouvé le moyen d'agrandir la fenêtre. Et donc, c'est absolument minuscule. Mais je crois que on les a toutes passées en revue. Je vérifie encore par acquis de conscience. Mais bon, s'il y a une question qui nous a échappé, on y répondra par email. Hein, soyez rassurés. Non, effectivement, il n'y a pas de nouvelles questions que je puisse détecter en tout cas. Donc dans ce cas, je propose qu'on en reste là et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Hein. Il y avait plus de 100 personnes qui ont suivi le webinaire. Donc merci à tous et merci aux intervenants. Merci. Et merci. Bonne fin de confinement. Merci à tous. Merci à tous. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment on sort de ce truc?